Bonjour, bonjour, bienvenue au webinaire Introduction aux enjeux de la littératie numérique. J'espère que vous m'entendez bien. Donc, je me présente, je m'appelle Audrey-Anne Chizung, c'est moi qui va faire la présentation aujourd'hui avec vous. On attend encore quelques personnes, j'espère qu'ils vont pouvoir se joindre à nous. Donc, j'ai quelques petites euh, points à vous amener concernant les modalités techniques avant de commencer. Je veux préciser aussi qu'aujourd'hui, spécialement, notre webinaire est enregistré, puis qu'éventuellement, on va pouvoir les retrouver sur le site Internet d'Alpha Numérique avec les autres webinaires aussi. Et puis, pour l'occasion, on a aussi les services de Mme Nathalie Gagné. C'est notre piste qui va produire des sous-titres en direct pour la formation. Donc, si vous avez besoin d'activer les sous-titres, vous pouvez le faire en cliquant sur le petit icône CC au bas de votre écran. Qui se trouve habituellement à droite. Ou sinon, vous pouvez également utiliser le lien qu'on vous a envoyé par courriel qui vous permet d'afficher les sous-titres à part. Et puis, on va vous le mettre dans le clavardage aussi pour ceux qui ne l'auraient pas reçu. Vous avez bien sûr remarqué que vos micros, vos caméras sont fermés. C'est normal, on est en format webinaire et non en format réunion. Et puis, s'il y avait besoin, c'est contrôlé à distance par notre modératrice. J'en profite pour la présenter. Elle s'appelle Alicia. Elle va travailler avec moi aujourd'hui, notamment pour m'appuyer avec tout ce qui est l'audiovisuel. Et s'il y avait un pépin technique, ce qu'on n'espère pas, ça se pourrait que vous l'entendiez prendre la parole ou reprendre le contrôle de l'écran, donc soyez pas surpris, c'est ma collègue qui est là pour m'aider. On va aussi fermer la section clavardage. Vous l'avez utilisé pour vous présenter au début, c'est super, mais on va vous encourager à utiliser la section questions-réponses. Donc, vous avez clavardage et questions-réponses. On va utiliser questions-réponses. C'est simplement pour s'assurer de ne pas échapper des questions entre les deux canaux de communication. Donc, on va vraiment regarder, en tout cas pour moi, je vais regarder uniquement la section questions-réponses. Pour les questions, on va avoir deux blocs qui sont vraiment prévus et dédiés aux questions, donc en milieu de rencontre et à la fin. Par contre, n'hésitez pas à poser vos questions de manière spontanée tout au long de la rencontre. Si je les vois, si je peux y porter attention, je vais essayer d'y répondre en cours de route. Mais sinon, ça me fait vraiment plaisir de revenir en arrière pour éclaircir certains points. C'est pas qu'on ne veut pas prendre les questions au fur et à mesure, simplement que des fois, c'est un petit peu plus compliqué en format numérique de garder le fil. Donc, on va vraiment prendre le temps d'y répondre à ces périodes-là. Et puis, si jamais on n'avait pas le temps ou que je n'étais pas en mesure de vous donner une réponse assez complète dans le temps de la séance, vous pouvez communiquer avec nous par courriel. Après, avec plaisir, on va pouvoir faire le suivi puis tenter de répondre du mieux qu'on peut à vos questions. Enfin, on va utiliser la fonction sondage dans le cadre de ce webinaire-là. Donc, on va le tester ensemble pour être sûr que ça fonctionne pour chacun d'entre vous. Donc, c'est Alissa qui s'occupe d'envoyer les sondages. Donc, ça se peut que des fois, il y a un petit délai, mais c'est normal. Donc, on va vous envoyer le premier sondage qui apparaît sur votre écran. Habituellement, vous pouvez bouger la fenêtre si vous voulez regarder la diapositive derrière. Donc, on y va simplement pour commencer. On vous demande comment vous allez. Et puis, il ne faut simplement pas oublier de cliquer sur Soumettre à la fin, parce que même si vous vous cochez votre réponse, si vous ne mettez pas sur Soumettre, je ne vais pas la recevoir et je peux voir le nombre de personnes qui ont répondu. Donc, je suis au courant de qui regarde ces courriels. À la place d'écouter le webinaire, inquiétez-vous pas, on comprend totalement que c'est les réalités du numérique, donc il n'y a pas de souci. Il n'y aura jamais de questions qui sont là pour vous piéger. C'est vraiment juste pour pouvoir vous faire participer un petit peu. Donc, c'est super. Je peux voir que tout le monde a répondu et puis qu'une majorité de personnes vont très bien, un peu stressées. Je pense que c'est normal par les temps qui courent. Puis sinon, sans relax, décontracté, super. Ben, tant mieux. Moi aussi, je vais très bien. Comme chaque début de webinaire, on a un petit stress parce qu'on ne contrôle pas notre environnement, mais ça devrait bien se passer. On va voir ensemble le plan de la séance. Donc, là, on a vu le côté technique. Maintenant, qu'est-ce qu'on va voir aujourd'hui? Donc, je vais vous faire une brève description du projet Alpha Numérique. Je suis convaincue que vous le connaissez dans son ensemble puisque vous êtes inscrit à la formation.
Et puis ensuite, on va aborder la partie 1 qui est des notions théoriques sur les enjeux de la littératie numérique. Donc, qu'est-ce que c'est la littératie numérique, bien sûr. On va aborder des sujets comme la société, l'identité numérique, qui sont des nouveaux concepts dans notre vie aujourd'hui. On va aborder également l'accélération et la transition numérique qui amènent malheureusement souvent à la rupture et à l'exclusion numérique. On va avoir une première période de questions. Ensuite, on va prendre un petit 5 minutes de pause histoire que tout le monde reprenne son souffle. Puis, on va aborder la partie 2 avec le modèle du docteur Doug Belcha que je vais vous présenter, qu'on trouve très intéressant dans le cadre de notre projet, puis qui résume beaucoup l'approche humaniste du numérique qu'on aimerait avoir. Donc, on va voir ça ensemble, puis on va essayer dans cette partie-là aussi d'amener certains éléments un petit peu plus concrets, là, bien que ce soit un webinaire qui se veut un peu théorique. Juste un instant. Donc, on y va avec c'est quoi Alpha Numérique? Alpha Numérique, c'est un projet de littératie numérique, bien évidemment, en bibliothèque principalement, mais on cherche à travailler aussi avec les organismes communautaires. C'est un projet national, donc là, je suis très heureuse de savoir qu'il y a des gens du Nouveau-Brunswick qui se sont manifestés. On cherche à rejoindre vraiment l'ensemble de la francophonie canadienne, et puis c'est un gros défi pour nous, donc on est très content que vous soyez là. Le projet est porté par BiblioPresto principalement. Je pense que vous devez connaître l'organisme, entre autres pour prêtnumérique.ca, c'est eux qui s'occupent de ça. Et Technoculture Club. Donc, moi, je travaille pour Technoculture Club. Nous, on se charge de concevoir et d'animer les formations. Mais on a aussi des gens qui travaillent avec nous, principalement, en fait, l'Association des bibliothèques publiques du Québec, donc la BPQ, pardon. Le réseau Biblio du Québec, Bibliothèque Archives nationales, donc la BANQ, qui sont là vraiment à titre d'experts conseils, qui nous ont aidés dans l'idéation puis dans l'orientation du projet, puis qui continuent de nous appuyer là-dedans. Puis, bien sûr, on est financé par le gouvernement canadien dans le cadre du programme de matière d'échange en littératie numérique, qui était une subvention qui visait vraiment à financer plusieurs projets de littératie numérique, pas qu'en bibliothèque, mais dans divers milieux, puis selon divers formats d'activités. Donc ça, c'est pour les grandes lignes du projet, mais en soi, c'est quoi Alpha Numérique? C'est vraiment un projet qui vise à réduire les inégalités numériques au sein de la population en enseignant les compétences numériques de base. Comment on veut s'y prendre? En fait, par le biais de ces formations-là, entre autres, donc dans un premier volet, le volet professionnel, celui auquel vous assistez en ce moment, et puis le volet public. Donc, on propose aussi des ateliers publics qu'on va animer, nous. On est supposé se rendre dans les bibliothèques si la situation nous le permet éventuellement. Mais sinon, on propose en ce moment, pour remplacer un peu notre présence dans les milieux, des ateliers en ligne. Donc, vraiment, que nous, on a conçu qui se veut comme une offre supplémentaire pour vos organismes ou vos bibliothèques. Et puis, on produit également du contenu clé en main que vous allez retrouver sur notre site Internet, qui sont comme des recettes de comment donner des ateliers sur la littératie numérique sur divers sujets. Ça va de l'info nuagique à utiliser la souris. Donc, on couvre une panoplie de sujets. Et puis, ces formats clés en main-là, en fait, s'inscrivent dans comme la rencontre entre le volet professionnel et le volet public. Donc, on cherche à vous outiller, vous, les personnes qui travaillent dans les bibliothèques ou les acteurs du milieu communautaire, pour que vous puissiez utiliser ce matériel-là pour redonner des activités éventuellement dans une idée d'agent multiplicateur. Donc, on aimerait ça que le projet puisse faire boule de neige, puis que nous, on forme des gens qui éventuellement pourraient former des gens. Bon, ça, c'est dans le meilleur des mondes, mais sinon, c'est vraiment aussi de donner le plus d'outils possible, que vous ayez les moyens ou pas de redonner les activités. L'idée avec ça, c'est de positionner les bibliothèques publiques comme des acteurs majeurs en matière de littératie numérique, en vous outillant, vous, le personnel, bien sûr, mais on est bien conscient que les bibliothèques sont comme des pôles de services, puis que les mandats sont en train de changer, puis que le numérique s'inscrit de plus en plus dans les nouvelles demandes qu'on fait aux bibliothèques. Donc, c'est pour ça qu'on est là. On cherche à produire des outils, à former, mais aussi à pouvoir vous offrir du contenu aussi qui pourrait vous aider si vous n'avez pas les moyens de créer tout de A à Z.
Et puis, le dernier point auquel on tient beaucoup, c'est de contribuer au travail collaboratif entre les bibliothèques et les organismes de leur communauté. C'est sûr que c'était plus facile quand on essayait d'être en présentiel, c'est-à-dire qu'on essaie de créer des lieux de rencontre dans nos formations. On essaie encore de le faire le plus possible. On a un agent de liaison communautaire qui travaille avec nous sur le projet, Daniel. Je vais vous envoyer toutes ses coordonnées après là, en référence, qui cherche, elle, à créer encore ces ponts-là, puis à pouvoir essayer de créer des projets des fois en mettant en commun des ressources. Donc, des fois, on a des organismes qui ont accès à des publics, qui connaissent les gens qui ont des ressources peut-être matériel ou vice-versa. La bibliothèque a des lieux, des espaces, mais personne pour animer. Donc, on essaie de créer ces lieux de rencontre puis de voir qu'est-ce qui est possible de faire. Donc, ça, c'est pour les grands points pour Alpha Numérique. Mais aujourd'hui, concrètement, c'est quoi ce webinaire-là? Ça s'inscrit bien sûr dans le grand projet Alpha Numérique, mais vous assistez en fait au premier webinaire d'une série de 3 qui peut se faire dans l'ordre et dans le désordre. Donc, si vous avez déjà assisté aux 2 ou aux 3, il n'y a aucun problème. C'est tous des contenus indépendants. C'était une formation qui, à la base, se donnait en présentiel, qui durait 6 heures et qu'on a segmenté, en fait, parce qu'on est bien conscient qu'on n'allait pas vous garder 6 heures devant l'écran et nous non plus, on n'aurait pas pu animer 6 heures devant l'écran. Donc là, c'est vraiment le volet plus théorique. Bien sûr, on va essayer de faire des liens quand même avec le concret, mais on est là pour définir les bases. Qu'est-ce que la littératie numérique? Moi, j'aime comparer ce cours à cette formation à un cours de philo. Là. Des fois, on ne sait pas trop à quoi ça sert, mais après, on réalise que c'est bien le fun d'avoir des concepts en commun pour pouvoir créer là, ensemble puis réfléchir en partant de la même base. L'idée aujourd'hui aussi, c'est d'encourager une réflexion sur notre rapport au numérique parce qu'on a constaté au fur et à mesure de nos formations que c'était vraiment le meilleur moyen de se mettre dans la peau d'un apprenant puis de comprendre où est-ce que des fois ça accroche puis c'est quoi les besoins. Puis ça nous amène au point 3 qui est de comprendre les défis, les difficultés liées à l'apprentissage de nouvelles compétences en matière de littératie numérique. Donc, on va essayer vraiment de sensibiliser là, à ça aujourd'hui, de nous faire peut-être réfléchir ou juste des petites pistes de réflexion, en fait, qui peuvent peut-être vous aider par la suite dans vos approches respectives. Et puis, ça va être de nous sensibiliser par la force des choses aux enjeux et aux injustices que peuvent vivre les groupes ou les populations qui n'ont peu ou pas accès au monde numérique. Donc, on est vraiment là pour réfléchir un petit peu, ouvrir des pistes de réflexion. Ce qu'il faut comprendre aussi, c'est qu'on est conscient que vous occupez tous des fonctions différentes dans vos milieux, que vous travaillez dans des grosses ou des petites bibliothèques, que vous soyez en région ou en ville, tout ça va changer les populations que vous desservez. On comprend aussi que vous n'avez pas tous les mêmes moyens, les mêmes ressources humaines, matérielles. Donc, c'est impossible pour nous de vous donner une formation professionnelle clé en main puis pensez qu'on peut vous former tous de la même façon. Fait que là, on vous donne des pistes de réflexion, des outils, puis on espère que avec votre propre expérience puis votre connaissance du milieu, ça va vous amener à pouvoir mettre en place vos propres outils ou utiliser les nôtres puis les adapter par la suite. Donc, j'espère que ça vous va. On va commencer parce que le temps file vite. Donc, n'hésitez pas là, à poser des questions s'il y avait quelque chose ou à vous adresser là, à Alicia si vous aviez des petits soucis techniques. Donc, c'est parti. On va commencer par la base. C'est quoi la littératie numérique? Donc, je vais vous envoyer un premier petit sondage pour s'assurer qu'on est tous sur la même longueur d'onde. Je vous rappelle que le sondage, là, il n'y a pas de question d'examen, ce n'est pas pour vous piéger, c'est vraiment juste pour qu'on puisse avoir une espèce d'interaction comme je ne peux pas vous voir ou je ne peux pas voir si vous comprenez, vous me suivez. C'est un moyen pour moi de communiquer avec vous, même si on est loin. Donc, selon vous, quels sont les 3 mots qui réfèrent le mieux à la littératie numérique? C'est vraiment votre première intuition. Est-ce qu'on parle d'enjeux de société, de technologie, médias, l'ordinateur, éthique et savoir-être, participation sociale et citoyenneté, Internet, compétences, autonomie ou communication? Donc, vous y allez avec votre propre interprétation. Puis, n'oubliez pas de cliquer sur soumettre pour que je puisse recevoir votre réponse.
Éventuellement, en cours de séance, si ça arrivait que je continue avant que vous ayez le temps de répondre, je suis désolée, c'est juste des fois, on est un peu restreint dans le temps, donc je vais essayer d'avancer, mais c'est pas, c'est vraiment pas très grave pour la suite des choses. Comme je disais, là, il y a pas quelque chose qui implique votre réponse pour vraiment suivre le webinaire. Donc, c'est vraiment juste pour avoir le pouls général. Donc là, on a toutes les réponses. On va aller voir ça. Donc, selon vous, on a une majorité qui ont répondu technologie. Bien évidemment, ça rentre en ligne de compte, on ne peut pas passer à côté. Mais on a quand même des gens, je suis contente quand on répond ça, parce que moi, ça me tient beaucoup en cœur, qui ont répondu enjeux de société, participation sociale et citoyenneté. Je pense que ça rentre là-dedans aussi. Et puis, on a presque à part égale compétences, autonomie, communication, Internet. Donc, personne n'a répondu ordinateur ou médias, probablement parce que ça s'intègre dans les autres catégories. Bien sûr, toutes ces réponses-là étaient les bonnes. Ça fait partie de la définition générale. Puis, selon vous, votre interprétation, je pense que c'est là peut-être que vous allez apprendre différentes choses aujourd'hui. On va essayer de sortir des éléments de base, là, puis des préconçus sur la littératie numérique. Donc, c'est quoi la littératie numérique? Nous, la définition qu'on a retenue, c'est celle de l'OCDE. C'est la capacité à comprendre et à maîtriser l'Internet, les outils numériques, les technologies de l'information dans la vie courante, à la maison, au travail et dans la collectivité en vue d'atteindre des buts personnels et d'étendre ses connaissances et ses aptitudes. Donc, on voit qu'il y a plusieurs dimensions puis plusieurs couches à ce que c'est la littératie numérique. En effet, on peut regrouper ça dans 3 dimensions. Bien sûr, les technologies, comme vous avez répondu en majorité, ça rentre dans la 1. Il faut commencer par la base, on ne va pas passer à côté. Il faut savoir ouvrir, fermer notre ordinateur, notre tablette pour pouvoir accéder à plus. Ça rentre dans la dimension fonctionnelle, utiliser les technologies. Mais ça, c'est seulement un des éléments, en fait, parce qu'il y a toute la dimension aussi de la pensée critique, la gestion de l'information, de la sécurité, qui va être dans le comprendre. Est-ce qu'on maîtrise bien tout ce qui vient avec l'appareil? Et puis la 3e dimension, qui est la dimension participative, la dimension sociale et collaborative, c'est l'idée que les gens puissent en bénéficier. On a vu dans la définition sur la diapositive précédente que c'était dans le but d'étendre ses aptitudes personnelles et professionnelles. Donc, c'est vraiment ça le but, c'est que les personnes puissent pas juste subir le numérique, mais pouvoir en profiter. Comment ça se transpose tout ça dans la vie? En fait, je vous apprends certainement rien en disant qu'on est de plus en plus dans une société numérique. Avant, on pouvait faire la part des choses entre la société civile, on pourrait dire ça ainsi, puis la société numérique, puis on choisissait de s'intéresser au numérique vraiment. C'était un choix, c'était par intérêt, c'était par aptitude. Mais là, de plus en plus, on peut y être contraint, puis c'est vraiment de plus en plus difficile de s'y soustraire. Là, on s'en rend compte encore plus avec la pandémie. Tout se retrouve en ligne. Et puis, ça amène vraiment plusieurs nouveaux aspects auxquels on doit se sensibiliser parce que là, c'est plus juste une question de choix, c'est une question de justice sociale, de l'accès aux droits, à des services. Donc, ça fait partie de notre vie pour s'informer, pour communiquer. Là, on peut voir les exemples, les achats, la banque en ligne, les prises de rendez-vous, les démarches administratives, on a la recherche d'emploi aussi. Fait que ça affecte vraiment chacun des sphères de notre vie. Fait que c'est plus juste une question de choix. C'est vraiment rendu quelque chose d'incontournable de s'initier à la littératie numérique. Puis, avec la société numérique, vient plusieurs autres paramètres qu'on a à intégrer. Donc, c'est pour ça que c'est important de ne pas juste se concentrer sur l'aspect technique, c'est-à-dire l'utilisation de l'appareil en soi, parce qu'il y a plusieurs autres dimensions auxquelles il faut être sensible et puis auxquelles c'est un peu notre responsabilité en tant qu'accompagnant de sensibiliser les gens qu'on souhaite former à ces nouvelles réalités-là pour qu'ils puissent bénéficier des nouvelles technologies à leur plein potentiel. Par exemple, on peut penser à l'identité numérique. C'est une nouvelle réalité auquel on n'avait pas à s'intéresser il y a peu. Ceci dit, maintenant, ce n'est pas juste d'aller sur un ordinateur en l'utilisant. On a à composer avec cette nouvelle réalité-là qui est l'identité numérique qui s'inscrit dans des notions qu'on a à intégrer lorsqu'on s'initie aux nouvelles technologies.
Parce que ça y va de la sécurité, ça y va de la compréhension, puis aussi de l'utilisation. Maintenant, pour utiliser une plateforme, il va falloir se créer une adresse courriel, il va souvent falloir avoir un avatar, on va laisser des traces. Donc, toutes ces petites choses-là, on a à en être conscient. L'idée, c'est pas de faire peur à personne, mais ça fait partie de la société numérique, ça fait partie du monde dans lequel on évolue. Puis quelqu'un qui était extérieur à ça ou qui a été très peu en contact avec ça, peut-être pas familier avec ça, puis c'est très important de permettre comme l'intégration de tout ça au même rythme qu'on apprend. Comme ça, on a moins de rattrapage à faire. L'identité numérique, entre autres, ça implique des enjeux de sécurité. Je donne l'exemple avec le mien. C'est quoi, en plus de toutes les traces qu'on laisse, les choses qu'on aime ou qu'on partage, ça va composer notre identité numérique. Mais c'est entre autres, c'est notre image sur Internet. Donc, si j'ai fait un exemple, j'ai mis mon nom dans la barre de recherche Google et voici ce qui sort en premier. Donc, pour moi, c'est pas très gênant. Je travaille dans le milieu. J'ai essayé de faire attention le plus possible. J'essaie de contrôler ça pour être un peu conséquente avec ce que j'essaie de dire dans les formations. Donc, on voit que je travaille à Technoculture Club, ce que je vous ai dit d'entrée de jeu. Mais vous voyez ici, au deuxième point, c'est un projet d'études secondaires que je n'arrive pas à faire supprimer. Une enseignante qui avait fait un petit blog sur un projet qui était bien sympathique il y a 15-20 ans, mais que j'arrive pas à faire supprimer maintenant parce qu'elle a pris sa retraite. Vous voyez, dans le temps, on n'était pas sensible à ça, l'identité numérique. On n'était pas sensible à qu'est-ce qui allait rester. On ne se posait pas ces questions-là. Donc, c'est ça que ça donne. Vous voyez, ben, c'est rien de gênant, mais ça fait partie de mon identité numérique, là. On a accès à ces informations-là lorsqu'on cherche mon nom. On peut voir aussi en bas que cérémonie de fin d'études 2016, ça indique que j'aurais gradué en 2016, ce qui n'est pas vrai. J'ai gradué plus tôt. J'ai gradué en 2012, mais dans le conflit étudiant, bien, il y a eu des problèmes avec la réception de mon diplôme, donc ça a créé une erreur. Donc, moi, j'ai une dichotomie entre mon identité réelle et mon identité numérique. Vous voyez ce que ça peut avoir comme impact dans la vie quand on ne maîtrise pas bien ces éléments-là. C'est que là, ça, c'est quelque chose que je ne peux pas changer, mais que je suis consciente. Mais s'il m'arrivait que je cherche un emploi, on pourrait avoir l'impression que je mens sur mon CV parce qu'il ne faut pas se le cacher maintenant. On va faire ces recherches-là. Donc, vous voyez, c'est des éléments comme ça qui font partie de la réalité aujourd'hui, puis qui rendent peut-être plus complexe qu'on le pense toutes les notions liées à la littératie numérique. Encore une fois, le but, c'est pas de faire peur à personne puis de penser qu'il faut devenir un expert dans tout ça pour être un accompagnateur. Seulement, c'est plein de petites notions. Je pense que c'est important de se renseigner pour faciliter, en fait, l'évolution des gens avec le numérique. Puis, tu sais, tant qu'à amener des gens vers des nouvelles notions, bien, autant mieux bien le faire, puis que tout ça se fasse en harmonie. C'est plus facile de gérer une identité numérique quand on commence que comme moi d'essayer rétrospectivement de faire retirer un projet du secondaire ou de faire changer ma date de diplomation là, pour que ça concorde pour de vrai. Donc, vous voyez, ça fait partie des nouveaux éléments qu'on a à apprendre. Vous pouvez faire l'exercice, aller voir qu'est-ce qui sort quand vous mettez votre nom. Vous pouvez aller voir aussi les images qui sont associées. Des fois, c'est en fonction de votre réseau. Puis, sachez que ce n'est pas une fatalité. Hein. Il y a des ressources qui existent pour faire supprimer les images. Vous pouvez faire des demandes là, pour faire retirer des informations. On n'aura pas le temps de le voir ici ensemble, mais ce que je vais faire, c'est qu'à la fin de la rencontre, je vais vous envoyer une liste de liens et de ressources sur tout le contenu de la présentation. Puis, il y a une section qui parle de comment faire si vous souhaitez faire supprimer des éléments sur vous ou sur quelqu'un d'autre. Puis, être au courant de ça, ça peut être une belle façon aussi de rassurer les gens qui pourraient être inquiets par rapport à ça, c'est-à-dire que de savoir qu'on a une forme de contrôle quand même. Il y a l'identité numérique, bien sûr, mais c'est aussi quelque chose qui nous dépasse un peu les nouvelles technologies aujourd'hui. Vous pouvez regarder cette infographie-là. Donc, je vous propose, c'est des données de l'année dernière, mais ça devrait sortir bientôt les prochaines. J'ai bien hâte de voir ça. Donc, on a tout ce qui se passe en 1 minute sur Internet. Donc, quand je vous dis qu'il faut ne pas s'arrêter juste aux technologies, c'est que maintenant, le numérique puis la société numérique, on a vu toutes les dimensions que ça impliquait, mais il y a aussi toutes ces nouvelles plateformes-là, ces nouveaux éléments de la vie culturelle, même, c'est-à-dire les réseaux sociaux, les nouvelles façons de s'informer, ces nouveaux paramètres-là qui intègrent nos vies à une vitesse grand V, qu'on a peut-être qui peuvent faire peur.
de un. Puis je pense que c'est important de peut-être regarder ça quand on voit les chiffres, puis qu'on voit la grosseur que ça a. Peut-être qu'on peut comprendre que ça puisse faire peur à des gens ou que des gens puissent complètement être réfractaires ou à pas avoir envie de s'y intéresser parce qu'ils ont l'impression de partir de trop loin. C'est un peu ce que aussi quand on s'adresse aux gens, quand nous, on baigne là-dedans au quotidien, on réalise peut-être pas aussi le chemin que nous, on a fait pour intégrer toutes ces notions-là. Puis ce qui peut nous sembler évident ou banal, quand on s'arrête un instant, on se rend compte que c'est pas si intuitif que ça. Il y a à peu près rien d'intuitif dans l'Internet et les nouvelles technologies. Donc, il faut réaliser le chemin que nous, on a fait. Puis d'ailleurs, j'ai fait un peu exprès, je vous montre cette infographie-là sans trop vous la détailler, en prenant un peu pour acquis que tout le monde comprend ce qui se passe. Puis, bien, c'est peut-être pas le cas, puis c'est normal. Donc, justement, on va essayer de faire cet exercice-là ensemble. Je vais vous envoyer la question. Vous regardez l'infographie ici avec les logos, Léon. Je vous rappelle que vous pouvez bouger la page de sondage si vous le souhaitez. Et puis, je vous demande parmi les applications utilisées dans l'infographie, lesquelles vous connaissez. Vous pouvez répondre plusieurs réponses. Puis, encore une fois, ce n'est pas une question piège. Là. On n'est pas là pour vous passer un examen parce que on n'a pas besoin de connaître tout ça pour être un bon accompagnateur. Vous n'avez pas besoin d'avoir la réponse à chacune de ces questions-là. Simplement, on va voir, peut-être prendre le pouls, en fait, de où est-ce que nous, on se situe par rapport à ça. Donc, parmi les applications, on vient à la question lesquelles vous connaissez. Puis après, la deuxième question, c'est parmi les expressions utilisées dans l'infographie, c'est lesquelles que vous connaissez la signification. Puis après, on va aller voir ça ensemble. Donc, on a toutes les réponses. Vous êtes là, vous êtes alerte, c'est parfait. On va aller voir ça ensemble. Donc, on a un 100% de gens qui connaissent Google et YouTube. Je pense que ça va de ça, c'est les principaux, mais on voit que pour les autres, c'est pas tout le monde. Puis, en fait, sur toutes les formations qu'on a données, ça m'est jamais arrivé que 100% des gens connaissent 100% des éléments qui étaient présentés ici. Donc, même nous qui baignent là-dedans, qui travaillent avec le numérique au quotidien, on se rend compte qu'on n'est pas familier avec toutes les dimensions là, du numérique, puis c'est complètement normal. Encore une fois, je rappelle, vous n'avez pas besoin de devenir expert là-dedans puis de devenir maître dans tous les nouveaux outils de communication, les réseaux sociaux. C'est simplement juste pour là, vraiment qu'on comprenne bien tout ce que ça implique puis pourquoi ça peut vraiment être épeurant ou peut-être même être plus compliqué qu'on pense à apprendre. On va décortiquer ça par la suite, mais que c'est vraiment plusieurs éléments à intégrer. Au niveau des expressions, vous êtes quand même bon. On a quand même 100% des gens qui connaissaient les posts, applis, vues. Mais lorsqu'on parle de snap, scroll, swipe, c'est pas tout le monde qui connaît ça. Puis ça, c'est normal, c'est du langage qui est très nouveau puis qui est très propre, en fait, même au téléphone intelligent et à certaines applications. Donc, si vous ne les utilisez pas, c'est normal que vous ne le connaissez pas. Donc, c'est là-dessus que je veux attirer votre attention, justement, c'est que des choses qui pour quelqu'un qui l'utilise au quotidien, semble banal, mais on se rend compte ici que ce n'est pas tout le monde qui connaissait le mot scroll ou swipe. Donc là, on voit que l'infographie dit qu'on a 347 222 scrolls par minute sur Instagram. Le logo, c'est Instagram, qui est un réseau social où on partage principalement des photos. Et puis, le scroll, c'est le fait de faire défiler notre écran, principalement sur un téléphone intelligent, là, comme ça, donc de haut en bas. On va appeler ça scroll. Le swipe, c'est de gauche à droite. Donc, l'application qui est montrée ici avec le petit logo et la forme, c'est Tinder. C'est un site de rencontre, en fait, où on peut faire défiler des profils de gauche à droite. Donc, vous voyez, on a intégré des nouveaux logos, des nouveaux noms de plateformes qui, pour certains, peuvent sembler très évidentes, mais qui ne le sont pas du tout. Puis, en plus, on a même intégré des nouveaux gestes, par exemple. Voilà, la même chose pour le vocabulaire. Donc là, vous étiez familier avec les GIFs, qui sont des petites images souvent animées, humoristiques.
Mais lorsqu'on parlait de Snap, c'est pas tout le monde qui était au courant de ça. C'est quoi un Snap? C'est l'application Snapchat, qui est une application de communication aussi, où on envoie des photos, des vidéos de manière éphémère. Donc, il n'y a rien qui reste après la lecture du message. Et puis, lorsqu'on envoie une photo en vidéo, on va dire qu'on envoie un Snap. C'est beaucoup utilisé par les jeunes. C'est un langage qui s'inscrit maintenant dans le langage populaire, dans une certaine partie de la population. Puis, vous voyez, ça peut peut-être créer des petits conflits de communication si on n'utilise pas le même vocabulaire. Fait que c'est d'être conscient aussi de tous ces nouveaux éléments-là qui sont vraiment de l'ordre du vocabulaire, mais qui ne sont pas intuitifs du tout. Là, si on n'a pas la référence avec Snapchat, le Snap, ça ne veut absolument rien dire. Et puis, on a intégré aussi des nouvelles iconographies, des nouveaux logos qui, pour certains, encore une fois, nous sommes familiers, mais pour d'autres, pas du tout. Donc là, on voit 1 million de vues sur le petit logo mauve, c'est Twitch, qui est une des applications, en fait, les plus fréquentées là, à l'échelle mondiale, mais qui pourtant est très peu connue et très nichée. En fait, c'est une application ou une plateforme où on va regarder les gens en direct. Du streaming, en fait, en bon français, principalement dans le monde du jeu vidéo. Donc, des gens qui ont des aptitudes ou qui sont très doués vont se filmer en direct, mais c'est aussi, on peut suivre des gens dans leur quotidien. Donc, les gens se connectent, communiquent, puis regardent les gens. Et puis en bas, on a le logo de WhatsApp en vert à gauche, qui, vous voyez, ça c'est un exemple aussi de comment ça peut évoluer. Donc, quelqu'un qui se réfère à des codes culturels qu'il connaît déjà, donc le téléphone, va penser pour téléphoner, qu'on a juste à cliquer sur ce logo-là. Quand dans le fond, cette plateforme-là, elle est un petit peu plus complexe que ça. C'est que ça permet, oui, de téléphoner, mais aussi d'écrire. Puis, ça ne sera pas par une ligne fixe ou une ligne traditionnelle. C'est une application. Mais si on ne connaît pas le logo, mais on peut se mêler, en fait, dans nos codes. À côté, c'est Messenger. En fait, c'est aussi des nouvelles façons de communiquer qui vont changer aussi un peu comment on fonctionne là, dans notre quotidien. Donc, j'espère que vous me suivez bien là-dessus, puis est-ce que je vais vous amener avec ça? Donc, ce n'était pas pour vous piéger, mais c'est de voir que même si vous qui utilisez les nouvelles technologies, qui vous êtes connectés ici et pas nécessairement familier avec tout ça, bien, imaginez quelqu'un qui part de zéro. Donc, c'est vraiment, ça nous dépasse, puis c'est normal, là, ça évolue extrêmement vite. La plupart des plateformes qui étaient affichées ici n'existaient pas il y a 5 ans, puis existeront peut-être pas dans 5 ans, mais il va y en avoir d'autres qui vont avoir pris la place. Donc, comme je dis, on n'a pas besoin d'être expert dans tout ça, mais c'est de comprendre un peu dans quoi ça s'inscrit, puis où est-ce que ça peut accrocher avec les personnes qui sont devant vous. Tout ça, en fait, là, ce que je vous parle, c'est documenté. Puis, c'est un phénomène qui s'appelle l'accélération numérique. C'est le fait que les technologies, puis les plateformes, les nouveaux systèmes, tout ça, là, tout ce qui rentre dans la grande dimension des technologies, évolue plus rapidement que notre capacité à les comprendre et à les maîtriser. Vous avez juste à y réfléchir 2 petites minutes, puis de réfléchir à toutes les technologies que vous avez vues passer au cours de votre vie. Vous allez voir, le topo est vraiment frappant. C'est des choses qu'on oublie, mais je suis pas mal sûre que plus personne a de répondeur à roulette. Puis, vous voyez, j'ai sorti quelques exemples comme ça qui vous permettent peut-être de vous faire sourire, j'imagine, les bonnes vieilles disquettes. On en a déjà 3 générations ici, puis plus aucune d'entre elles n'est utilisée. Ça va extrêmement vite, mais tous ces outils-là, vous avez dû apprendre à les utiliser. Et puis, lorsqu'on passe d'une technologie à une autre, l'apprentissage est quand même moins grand. Lorsque vous êtes passé du lecteur cassette au lecteur CD pour ensuite passer au lecteur MP3. Mais il y a plein de choses qui, bien qu'ils évoluent, se retrouvent d'une génération à l'autre qui permet de vous repérer plus facilement. Lorsque vous avez à faire le bond de 0 à la nouvelle technologie qui est celle d'aujourd'hui, la bouchée, elle peut être assez monstre. Là. Puis c'est ça pour à peu près tous les appareils et les technologies. Donc, de réaliser que vous, c'était pas inné, là, que vous êtes passé par un apprentissage, de voir que le chemin peut être doit être fait aussi par ces personnes-là qui partent de zéro. Donc, on ne peut pas s'attendre à ce qu'ils apprennent tout ça d'un coup parce qu'on leur a donné des ateliers. Nous, on a pris des années à maîtriser tous les codes puis certaines fonctions qui, bien qu'ils deviennent désuètes d'un appareil à l'autre, nous a permis de progresser là-dedans.
Et puis, la dernière image que j'ai, donc le téléavertisseur qui, dernièrement, on apprenait que les services de télécommunication avaient tout simplement cessé d'offrir des services. Donc, on peut voir à quelle vitesse ça évolue. Puis, une chose est certaine, c'est pas là pour ralentir, là. Ça fait que s'accélérer. L'accélération numérique est de plus en plus elle est croissante, elle est exponentielle. Et puis, je pense pas qu'on va faire un retour en arrière, donc on n'a pas le choix de trouver des solutions. L'accélération numérique, en fait, ça nous amène vers un autre élément qu'on nomme la transition numérique. C'est le fait que maintenant que les technologies existent, maintenant qu'elles ont été mises en place, peu à peu, elles s'intègrent dans nos vies, que ce soit par choix ou non. Donc, et puis, au fur et à mesure, cette transition-là, en fait, ce que ça fait, c'est que on peut de moins en moins se soustraire à ces technologies-là. Je vais donner des exemples. Donc, il y a des changements qui s'opèrent tant dans la sphère publique, dans la sphère professionnelle que dans la sphère privée. Dans la sphère publique, par exemple, on peut penser à tout ce qui est les communications avec le gouvernement, les rapports d'impôts. On a aussi des choses qui sont un peu à la jonction entre la sphère privée puis la sphère publique. Donc, par exemple, l'inscription dans des loisirs ou à l'école. Les journaux, tout ce qui est l'information. Dans la sphère publique, on peut penser notamment aux nouveaux guichets des jardins, par exemple, qui sont rendus tactiles, donc de plus en plus informatisés. Tout ça, ça se met en place graduellement, bien sûr, mais avant, on avait toujours le choix d'une autre option. Lorsqu'on voulait aller au cinéma, mais l'horaire n'était pas seulement en ligne. On l'avait dans les journaux, on la retrouvait même sur des lignes téléphoniques de répondeurs, par exemple. Maintenant, on a à se tourner vers l'option en ligne. Dans la sphère professionnelle, bien sûr que vous en êtes totalement conscient. Vous êtes ici devant moi virtuellement aujourd'hui. Clairement, vous avez sûrement assisté à des changements de base de données, à des nouveaux intranets. Vous assistez aujourd'hui à une formation sur Zoom qui est une transition des façons de faire pour se former, pour communiquer, pour travailler. Ce que ça fait, en fait, la transition numérique, ça peut avoir plein de positifs. Ce n'est pas que négatif. Je ne suis pas là pour parler du méchant numérique. Là. Tout est pas mal là-dedans. Seulement, il faut être conscient des effets que ça a, puis du manque d'options, en fait, que ça amène. Le fait de se concentrer des fois sur seulement certains critères, bien, on oublie que tout le monde n'est pas rendu au même niveau. Donc, un exemple qui m'avait bien marqué, c'est une dame en formation qui me disait que ça faisait une vingtaine d'années qu'elle était dans la même chorale, puis ils ont changé le système d'inscription pour que ça se fasse uniquement en ligne. Et puis, il n'y avait plus personne au comptoir pour pouvoir prendre ses inscriptions. Donc, elle n'avait pas été en mesure de s'inscrire parce qu'elle n'avait pas d'ordinateur. Bon, bien sûr, le centre de loisirs, après, a pallié à ça, puis l'a permis d'intégrer la chorale quand même, mais elle a vécu beaucoup de stress, elle se sentait incompétente, mais dans le fond, elle avait toujours fonctionné, elle avait toujours été en mesure de réaliser ce qu'elle avait à faire. Puis du jour au lendemain, parce qu'on a peur d'une transition numérique, hop, on coupe les personnes d'un certain service. Donc, je suis sûre qu'il y a plein d'idées qui vous viennent en tête, mais c'est ça. On a abordé la sphère publique avec ce qui concerne plus le gouvernement, les guichets. Dans la sphère professionnelle, au travail, bien sûr, là, comme je disais, vous en êtes très conscient, mais dans la sphère privée, pendant longtemps, on a pensé qu'on pouvait le choisir. Puis je pense que la pandémie nous fait réaliser qu'on est peut-être plus dépendant qu'on le croit, que ce soit pour la scolarisation de vos enfants, maintenant qui se fait beaucoup par des plateformes numériques, que ce soit, c'est ça, l'inscription dans des loisirs, des centres de loisirs, des équipes sportives. On a aussi toute la dimension de la domotique, les Google Home, puis les Stella, ou ces choses-là qui contrôlent la maison, donc qui prennent de plus de place dans notre vie. Certains par choix, mais certains non. Puis quand on s'arrête un instant pour voir toutes les choses, les actions qu'on a changées, on réalise que, ouais, c'est pas juste notre ordinateur lorsqu'on s'assied dedans, c'est vraiment ça la société numérique qui nous entoure, c'est ça la transition numérique. Puis à ce compte-là, moi, ça m'intéresse tout le temps de voir où est-ce que ça vous a affecté le plus. Donc, je vais vous envoyer le petit sondage. C'est dans quelle sphère que ça a été le plus significatif, que ce soit positif ou négatif. Moi, je trouve ça intéressant. Puis, je trouve ça d'autant plus intéressant de voir vos réponses que moi, j'ai vu opérer un certain changement dans vos réponses depuis la pandémie, en fait. On donnait la formation avant, puis on voit comment peut-être qu'on réalise où est-ce que
le numérique s'inscrit de manière plus flagrante maintenant qu'on est pris derrière nos écrans puis qu'on a peut-être moins de choix maintenant qu'on ne peut pas sortir. Donc, peut-être aussi que ça ne vous a pas tant affecté que ça non plus, puis que vous voyez que le positif, tant mieux pour vous, mais c'est vraiment d'être conscient que c'est là, c'est constant, puis que c'est pas juste dans certaines dimensions, c'est dans toute la vie, d'où l'importance de favoriser l'apprentissage de connaissances de base en littératie numérique. Donc, je vais aller voir les réponses. Bien, on a un pool parfait. Donc, on a eu 2 partout. Donc, je pense qu'on voit très bien. Je pense que ça résume, c'est la première fois que ça m'arrive. Ça résume par contre très bien comment ça peut être, comment c'est présent en fait si chacun d'entre vous avait vécu ça de manière le plus significative, dans différentes sphères de vos vies. Ce que ça fait, la transition numérique, bien sûr, ça a plein d'effets positifs, mais aussi négatifs. C'est-à-dire qu'en amenant tout vers le numérique, bien, les gens qui n'y ont pas accès ou qui ont moins accès vont être plus à risque de vivre l'exclusion numérique. L'exclusion numérique, c'est quoi? Bien sûr, ce n'est pas quelque chose qui est complètement sorti de nulle part. Ce n'est pas une nouvelle, entre guillemets, inégalité, c'est-à-dire que c'est souvent lié à des éléments qui étaient déjà, des injustices qui étaient déjà présentes dans nos vies, dans notre société, que ce soit de l'ordre social, économique ou géographique, mais qui se voient exacerbés par la présence du numérique. C'est-à-dire que déjà, si on vivait des difficultés de différents ordres, si on rajoute à ça, si on superpose tout ce qui concerne le numérique, puis qu'on n'a pas accès au numérique, bien, ça fait que créer un gap encore plus difficile. C'est-à-dire que si on a déjà la misère à accéder à des services pour différentes raisons, puis maintenant ces services-là se retrouvent juste en ligne, bien là, c'est une étape supplémentaire pour pouvoir réussir puis accéder à ce qu'on a de besoin. Lorsqu'on s'attarde aux chiffres aussi, on voit que quand on superpose tout ça aussi, il y a beaucoup de gens finalement qui n'ont pas accès ou qui n'ont pas accès comme on croit, parce que c'est facile de penser aux aînés quand on parle de rupture numérique ou d'exclusion numérique. C'est pas complètement faux. Les aînés font partie des populations qui sont à risque de vivre de l'exclusion numérique, mais ils ne sont pas les seuls, puis c'est pas quelque chose qui est unidimensionnel. Bien sûr, dans les statistiques, on voit que 29% des 65 ans et plus n'utilisent pas Internet au Canada et c'est 22% au Québec. Donc, ça fait quand même beaucoup de monde. Si on veut s'adresser à eux, c'est vrai qu'il faut penser à des solutions qui sont peut-être pas toutes sur Internet, mais c'est pas non plus de les exclure totalement parce que c'est pas leur rendre service non plus. Après, la statistique aussi, elle concerne les gens de 65 ans et plus. On s'entend que 65 ans, c'est pas si vieux que ça. C'est des gens qui ont souvent travaillé avec le numérique, ils l'ont vu s'opérer, cette transition-là, mais ils n'ont peut-être pas développé toutes les sphères de leur vie puis toutes les compétences, donc ils sont peut-être très bons dans le milieu du travail, mais ils ne sont pas intéressés à la transition dans la sphère peut-être personnelle. Je vous donne des exemples comme ça. Si on retourne à la première statistique, donc on voit qu'il y a 9% la population au Canada et 6% qui n'utilisent tout simplement pas Internet. Donc, c'est même pas une question de pourquoi ils ne l'utilisent pas. On est quand même quand on met ça à une échelle de population, à beaucoup de personnes. On a parlé des aînés. On arrive aux personnes qui habitent en milieu rural. Au Québec, c'est 16% des ménages qui ne sont pas connectés à Internet. Probablement que vous avez peut-être certains collègues qui auraient voulu participer à la formation aujourd'hui. Donc, à notre façon, on participe bien malgré nous à cette forme d'exclusion numérique-là. Donc, parce qu'on est en télétravail, parce qu'ils n'ont pas accès à une connexion haute vitesse, bien, ils ne peuvent pas se connecter à cette formation-là. Donc, c'est le cas pour des gens au milieu professionnel, mais dans le public, c'est la force des choses. Puis bien sûr, si on n'a pas Internet haute vitesse à la maison, ça ne nous tente peut-être pas d'investir non plus dans des appareils technologiques si on ne peut pas les utiliser à leur plein potentiel. Il y a une question de sous aussi. Clairement, c'est un investissement, ces appareils-là, ils coûtent cher, on en est tous conscients. Là, on voit aussi avec quand on a besoin de multiplier les appareils, par exemple, en ce moment, c'est
plus présent. On pouvait très bien vivre avec un seul ordinateur, mais là, si tout le monde doit télétravailler plus faire l'école à la maison, on a à dédoubler les plateformes. Ça peut créer une forme d'inégalité. Puis, les gens n'ont pas les mêmes besoins. Là. On n'a pas besoin de jouer sur les mêmes aspects pour essayer de réduire les inégalités. Lorsqu'on parle à des gens qui ont un manque d'accès dû à des raisons financières. La dernière statistique qui est sur les gens qui n'ont pas de diplôme d'études secondaires, donc c'est 19 % au Canada et 13 % au Québec, des personnes qui n'ont pas complété leur études secondaires, qui ne sont pas connectées à Internet. Donc, vous voyez, des fois, comme je dis, on pense beaucoup aux aînés, on ne pense pas nécessairement à ces gens-là, qui peut-être peuvent vivre d'autres formes d'injustice. Puis, par exemple, si on a déjà des problèmes, on est déjà sous-scolarisé et puis que maintenant la recherche d'emploi se fait en ligne, mais tu sais, ces gens-là peuvent vivre vraiment plusieurs difficultés pour accéder au marché du travail, par exemple. Donc, c'est vraiment des choses qu'il faut garder à l'esprit. Donc, que l'exclusion numérique, c'est vraiment, c'est pas une fatalité, c'est pas non plus une identité d'une personne. Donc, la personne ne vit pas nécessairement l'exclusion numérique à tous les jours et dans tous les moments de sa vie, mais à certains moments, le fait que tout se passe en ligne va amener une certaine forme d'injustice. Puis, on a un certain pouvoir lorsqu'on travaille avec ces gens-là pour aider, en fait. Donc, les populations qui sont à risque, on va en parler un petit peu, on en a vu quelques-unes, mais on va essayer de voir ça un petit peu plus en détail. L'idée, c'est que chacun d'entre eux n'ont pas nécessairement les mêmes besoins. Donc, on parle beaucoup de donner des ateliers ou des formations. C'est vrai pour certaines personnes, comme les aînés, par exemple, comme des gens qui n'auraient jamais utilisé l'appareil. Mais une personne qui vit des difficultés, par exemple, de précarité financière ou qui vit en milieu rural, ça ne veut pas dire qu'elle ne sait pas utiliser l'appareil. Ses besoins sont tout autres. Puis là, c'est de là qu'on peut être imaginatif, puis peut-être plus créatif, puis réduire les inégalités numériques d'une autre façon. Donc, lorsqu'on s'adresse aux nouveaux arrivants, par exemple, c'est plus un enjeu de langue. Ces gens-là peuvent être parfaitement aptes à utiliser les appareils. Ils ont été formés là-dessus, mais on parle ici plus d'une difficulté d'accès par rapport à la langue. Donc, on peut peut-être mettre sur les bureaux des traducteurs, pointer des sites Internet, comme je sais que celui de la Ville de Montréal, entre autres, mais il y en existe plein d'autres, est offert dans un français simplifié qui facilite la lecture pour quelqu'un qui est en train d'apprendre le français. Donc, des petits éléments comme ça qui peuvent favoriser leur accès. Il faut comprendre aussi que les nouveaux arrivants sont plus à risque de vivre la précarité financière. Donc, est-ce qu'on s'adresse à eux pour les bons besoins? C'est quoi la vraie source de leur exclusion numérique? Les personnes de 65 ans et plus, on en a parlé un petit peu. Je sais que c'est ça. Moi, ce que j'espère que vous allez retenir, c'est que oui, c'est un bassin de gens qui vivent beaucoup d'inégalités numériques. Ceci dit, ce n'est pas les seuls, puis c'est important de ne pas toutes les considérer de la même façon. Il y en a beaucoup, comme je disais, qui ont utilisé les nouvelles technologies dans le cadre de leur travail, mais il y a peut-être d'autres aspects qui sont moins familiers avec eux parce que, justement, ils n'ont pas eu la chance d'apprendre ça graduellement. On leur a tout mis dans les mains d'un coup, donc peut-être qu'il leur manque plus des connaissances au niveau des réseaux sociaux, des nouvelles façons de communiquer, certaines plateformes. Peut-être qu'ils ne voient juste pas l'entièreté du potentiel aussi qui s'offre à eux. Donc, c'est important de dépasser l'idée que personne âgée égale inapte sur les nouvelles technologies, puis de s'intéresser à vraiment leurs besoins réels. Les personnes qui n'ont pas complété leurs études secondaires, c'est important aussi de s'y attarder parce que souvent, ça va être des jeunes, en fait, ça peut être n'importe qui, mais dans cette catégorie-là, on peut retrouver beaucoup de jeunes. Puis on fait des raccourcis comme avec les personnes âgées. On va le faire pour les jeunes aussi, dire jeune égale bon avec les technologies. Ils peuvent être très bons avec leur téléphone intelligent, avec leur tablette, mais n'avoir eu aucune transfert de connaissances, par exemple, sur la bureautique, sur l'utilisation d'un ordinateur fixe, ne pas connaître comment utiliser des programmes simples comme Word ou des choses comme ça rentre dans certaines notions de la littératie numérique parce que le but, c'est d'être autonome et fonctionnel. Donc, si la personne se présente à vous en voulant faire une recherche d'emploi, par exemple, puis a décroché jeune de l'école, peut-être aussi que son niveau de lecture est insuffisant pour remplir un formulaire. Puis la littératie générale s'inscrit dans la littératie numérique. Si on n'est pas capable de lire, on ne sera pas capable de remplir le formulaire. Donc, on vit une forme d'inégalité numérique puisque le service se retrouve seulement en ligne. Donc, des fois, c'est vraiment de dépasser ces préjugés-là, puis d'aller poser les bonnes questions, puis de savoir c'est quoi le besoin, puis là, on va pouvoir apporter l'aide appropriée.
Les personnes en situation de précarité financière, comme les personnes en milieu rural, on en a parlé sur la diapositive précédente, l'idée, c'est de dire peut-être que là, le besoin, c'est est-ce que je peux mettre en place des trousses de prêt, par exemple, des périodes libres? Est-ce qu'il y a d'autres choses que je peux mettre en place à la hauteur de mes moyens qui feraient que ces gens-là seraient moins en même de vivre des inégalités numériques, mais qui ne sont pas de l'ordre de la formation parce que c'est peut-être pas ça leur besoin. Peut-être que oui, peut-être que non, mais il faut aller questionner, puis il faut peut-être penser à une multitude d'approches, en fait, pour être vraiment efficace puis avoir un vrai impact. Les personnes autochtones, malheureusement, on le sait avec les statistiques, ces gens-là, en plus, vivent souvent ce qu'on appelle l'intersectionnalité, c'est-à-dire qu'en plus d'être sous-scolarisés, de vivre en milieu rural, vont vivre la précarité financière. Donc, on commence à avoir beaucoup de niveaux, en fait, de difficultés qui ne sont pas propres au numérique, qui nous dépassent, là, et puis, mais qui sont là, qui sont présentes, puis qui peuvent vraiment, encore une fois, être exacerbées par la transition numérique. Donc, c'est important peut-être d'avoir une approche particulière si vous êtes à même de travailler avec les communautés autochtones puis d'essayer de voir comment on peut mettre en place certains projets qui leur seraient dédiés. Puis, finalement, les personnes vivant avec un handicap, donc on a parlé beaucoup de l'accès en soi, de la technologie, mais même si on a les connaissances, peut-être que l'appareil ne nous est tout simplement pas adapté, ce qui fait qu'on n'aura pas envie d'utiliser ou qu'on n'est pas capable de l'utiliser. Et ça, c'est un point important qui peut aussi s'inscrire dans l'accompagnement avec les personnes âgées. C'est-à-dire que des fois, on va penser que la personne ne comprend pas, mais dans le fond, c'est qu'elle ne voit pas bien, elle ne nous entend pas bien. Puis c'est toutes des choses que tous ces sens-là sont très sollicités lorsqu'on utilise un ordinateur, par exemple. Donc, je vous invite à aller voir ce petit site-là. On n'aura pas le temps de le voir ensemble aujourd'hui, mais c'est vraiment bien fait. Je vais vous l'envoyer en référence à la fin de la rencontre. Donc, c'est atalante.fr/agissons. Il ne faut vraiment pas oublier le petit /agissons parce que ça va vous amener sur un autre site. Puis le site, en fait, vous permet de consulter des pages Internet en vivant certains handicaps comme des problèmes de la malvoyance, des problèmes auditifs ou des handicaps moteurs. Puis ça s'accompagne de certains trucs et astuces très simples qui peuvent aider, en fait. Ça ne va pas révolutionner complètement la vie des gens, mais ça peut vraiment faciliter le contact avec les nouvelles technologies. Je pense par exemple à l'handicap moteur, des gens qui auraient des tremblements. Et une astuce super simple, c'est d'aller réduire la sensibilité de la souris, en fait, pour qu'il y ait moins de frottement. Donc, les tremblements ne vont pas faire bouger le curseur, donc ça devient plus facile d'utiliser la souris. C'est des choses qui sont à la portée de tous sur chacun des ordinateurs. Donc, rien ne vous empêche, par exemple, dans vos milieux respectifs, de programmer un poste adapté avec par exemple, un traducteur, une loupe en gros, une sensibilité réduite, des contrastes plus élevés sur les couleurs. Donc, c'est plein de petites choses comme ça qui ne coûtent rien, mais qui nous permettent d'être plus sensibles à ça. Puis peut-être aussi, comme vous êtes, vous poser les bonnes questions. Est-ce que la dame devant vous vous dit qu'elle ne comprend pas, mais c'est parce qu'elle ne voit pas à l'écran ce que vous lui montrez? Donc, des fois, de poser la bonne question. Puis c'est normal que ça ne nous vienne pas en tête tout de suite. Là, on lance la pierre à personne ici. Lorsqu'on ne vit pas ces problématiques-là, puis qu'on ne les rencontre pas au quotidien, bien, c'est sûr qu'on ne réfléchit peut-être pas au fait que les couleurs peuvent nous affecter quand on lit une page Internet, en effet, quand c'est des petits sons qui nous indiquent où aller sur la page, bien que ça va être plus difficile pour nous de se repérer. Donc, allez voir ce site-là, puis j'espère que ça va pouvoir vous inspirer peut-être certains trucs ou astuces ou peut-être juste vous faire réaliser qu'en effet, c'est pas si simple que ça, puis que c'est peut-être un frein majeur à l'accès au numérique. Donc, je vous disais tantôt que l'exclusion numérique, c'était pas une identité puis que c'était pas une fatalité. En fait, c'est vrai, là, les gens que je vous ai nommés, c'est des gens qui statistiquement sont plus fortement touchés par les inégalités numériques, mais c'est pas parce qu'on est nommé là-dedans qu'automatiquement on va vivre l'exclusion numérique à chaque moment de notre vie. On se réveille pas le matin en étant un exclu numérique, c'est pas comme ça que ça se passe. Mais il y a quand même plusieurs éléments sur lesquels on peut avoir certains contrôles, parfois oui, parfois non, mais qui vont renforcer
les inégalités numériques. Donc, on pense notamment au premier point qui est la dématérialisation des services publics et privés. C'est le fait que dans cette accélération-là qu'on disait, puis dans la transition, bien, de plus en plus, on n'a plus d'alternative. Donc, je vous parlais de la dame avec sa chorale. Avant, il y avait une personne pour prendre son inscription au bureau. On remplace ça par un service qui est uniquement numérique. Donc là, on n'a plus d'options. Le fait de conserver une ligne d'aide, le fait d'avoir des périodes dédiées pour du dépannage, par exemple, qu'il y ait une personne ressource, n'empêche pas de mettre en place le service numérique. Ceci dit, on peut contourner des fois les difficultés des gens en conservant certaines portions en mode analogique, on pourrait dire. Et puis, tranquillement, amener les gens à vivre une transition qui est peut-être plus douce puis moins abrupte. Donc ça amène aussi le manque d'accompagnement qui va être un gros facteur, c'est-à-dire que c'est bien beau mettre ça en place, mais si on n'a personne pour former les gens, pour expliquer comment ça fonctionne, mais ça va poser problème. Puis ça, c'est quelque chose qu'on a tous certainement vécu à certains degrés. Je suis sûre que ces exemples-là vont vous parler. On met en place un nouvel intranet ou une nouvelle base de données, et puis vous avez reçu seulement un lundi matin de formation, puis on vous dit maintenant, débrouillez-vous à partir de telle date. Bien, c'est tout ce système-là qui prend la place, où on mandate quelqu'un comme personne ressource pour les soutiens techniques, puis elle part en vacances, puis là, pendant ces 2 semaines-là, on est complètement perdu. Donc ça, c'est le manque d'accompagnement, c'est le fait qu'on n'est pas 100% autonome dans les outils qu'on nous demande d'utiliser. Ce qui va clairement renforcer l'exclusion numérique ou renforcer le sentiment peut-être d'être incapable ou d'être incompétent. On peut très bien s'imaginer que quelqu'un qui a travaillé depuis 20-25 ans dans une bibliothèque, par exemple, qui était parfaitement compétent, qui était formé, qui était efficace, puis que le seul point qui accroche, c'est le nouveau système parce qu'on l'a mal formé, mais c'est extrêmement frustrant. Puis c'est injuste d'une certaine façon parce que la personne elle a toutes les ressources et les capacités pour réussir. Puis là, on l'empêche simplement parce qu'on n'a pas pris le temps de la former adéquatement. Puis le dernier point, bien sûr, c'est l'inégalité de l'accès aux services numériques. Je suis bien consciente qu'on n'aura pas un gros pouvoir ici derrière notre écran. Moi, j'aimerais bien que l'entièreté du Canada soit connectée à haute vitesse. On est rendu là en tant que société. C'est un point majeur. Peut-être que si ça peut vous sensibiliser au point que c'est vraiment important puis que ça devrait prendre plus de place dans nos débats publics, je pense que ce sera ça de gagner. Puis peut-être qu'il y a des façons à plus petite échelle qu'on peut trouver pour réduire ces inégalités-là. Bien sûr, ça demande plus de moyens. Ce n'est pas à la portée de tous, puis ce n'est pas nécessairement votre responsabilité non plus, mais c'est d'être sensible à ça. Donc, si vous avez l'occasion de créer des périodes d'aide, des trousses de prêt, des lignes d'accompagnement téléphonique à distance, par exemple, donc des services qui pourraient, d'une certaine façon, aider à réduire l'inégalité de l'accès, bien, ça sera toujours bien ça de gagner. Donc, on a presque fini la première partie. Pour résumer, en fait, les facteurs d'exclusion numérique, je vais vous montrer ce petit extrait vidéo-là. Je pense que ça résume bien le fait que, on n'est pas une personne qui vit l'exclusion numérique tout le temps à 100% dans notre vie, que c'est certaines périodes, puis ça peut être plus frappant dans certaines circonstances. Donc, c'est un extrait d'un film qui s'appelle « Moi, Daniel Blake ». Le film est en anglais, mais il y a les sous-titres en français, puis on va en parler après. Donc, je pense que ça résume bien comment vous êtes senti en regardant ça. Je vais vous envoyer le petit sondage là-dessus, puis je vais pouvoir poursuivre là-dessus. Ça clôt la première partie. Je pense qu'on comprend bien avec cet extrait-là, c'est quoi en fait les facteurs qui renforcent l'exclusion numérique. Vous voyez bien que la personne, elle essaie de, en fait, pour ceux qui n'auraient pas vu le film, la personne, en fait, elle essaie de remplir un formulaire pour des recherches d'emploi. Elle va dans une bibliothèque, dans un lieu public. Elle se retrouve en fait face à un ordinateur qui est paramétré avec un temps donné, qui est probablement basé sur la moyenne des gens de l'utilisation normale, mais c'est une personne qui n'a jamais vraiment utilisé les nouvelles technologies. C'est d'ailleurs pour cette raison qu'elle est obligée de se rendre dans un lieu public, parce que si elle avait accès à la maison, elle le ferait. Et puis, il n'y a personne qui peut l'aider dans les employés. Elle se retrouve à apostropher quelqu'un pour l'aider, pour finalement simplement manquer de temps à la fin. Donc, on voit, ça montre vraiment en fait tous les facteurs, donc l'inégalité de l'accès, le manque d'accompagnement,
puis la dématérialisation des services, parce que peut-être que s'il y avait une ligne téléphonique, le moyen de le remplir à la main, cette personne, ce ne serait pas retrouver dans cet état de frustration ou de se sentir amoindri. Donc, je pense que ça résume très, très bien ce pourquoi on vous explique tout ça aujourd'hui. Puis c'est sûrement des situations que vous rencontrez au quotidien. Mais vous voyez, là-dessus, il y aurait quand même eu moyen de l'aider avant qu'elle se rende là. On a quand même un certain pouvoir pour réduire ces inégalités-là en posant des petits gestes à la hauteur de nos moyens. Donc là, on voit que vous avez tous répondu de l'empathie, du stress, de la frustration, vous vous êtes reconnus. Donc, en effet, moi, je vis à chaque fois un peu de stress, là, le bip-bip, même si ça fait plusieurs fois que je vois l'extrait, me stresse, ça me place dans la même situation, puis je sais que c'est frustrant quand on ne contrôle pas. Donc, on aura envie de pouvoir l'aider. Donc, vous voyez, peut-être que ça vous... J'espère que ça vous illustre un petit peu mieux, en fait, comment ça se transpose dans la vie quotidienne. Je suis certaine que vous êtes témoins à l'occasion aussi dans vos rôles respectifs. Mais voilà. Donc, ça conclut la première partie qui est un petit peu plus théorique, qui permet de mettre les bases de la littératie numérique et de pourquoi on est là aujourd'hui. Je vais aller voir s'il y a des questions. Je crois que non. J'espère que c'est parce que c'est clair. Et puis, ce qu'on va faire, en fait, on va prendre une petite pause. Donc, il est 14h32, donc vers peut-être 38, 30, dans ces eaux-là, on va reprendre. Donc, un petit 5 minutes. Si vous avez des questions entre-temps, n'hésitez pas à les écrire, puis on pourra les prendre au retour de la pause. Donc, un petit 5 minutes de pause. Donc, nous revoilà. Je vous laisse un petit temps pour revenir si vous êtes allé faire un petit tour, pas trop loin, j'espère. Donc, je vais aller voir du côté des questions, on va en profiter. Je ne vois toujours pas de questions, donc je prends pour acquis que tout va bien, mais n'hésitez pas là, à les poser. Je vois qu'il y a un petit souci ici, on va en profiter pour régler ça ici. Parfait, donc on va poursuivre. Donc, on arrive à la deuxième partie qui concerne le modèle du docteur Doug Belchat et les 8 composantes de la littératie numérique. Les 8 composantes essentielles de la littératie numérique qu'on va voir ensemble. C'est qui le docteur Doug Belchat? En fait, c'est un des premiers chercheurs en fait, qui s'est vraiment intéressé à la littératie numérique au niveau doctoral. Et puis, si on a choisi cette approche-là, c'est que c'est vraiment quelqu'un qui plaide pour un monde à la fine pointe de la technologie, mais qui place l'humain au premier plan. On a tendance, parfois à critiquer beaucoup le fait qu'on est dans une société numérique, puis tous les éléments qu'on a vus dans la première partie, comme si c'était quelque chose de vraiment négatif, puis qu'il faudrait revenir en arrière. Mais dans le fond, lui, ce qu'il dit, c'est que c'est pas du tout ça le but. On peut utiliser les technologies, en fait, parce que ça apporte plein de bons, mais qu'il y a moyen, en fait, de placer l'humain au centre de ça, puis que si les technologies sont là vraiment pour nous aider, bien, on va tous y être gagnants, en fait. Si ça vous intéresse, il a fait une conférence dans le cadre des TED Talks, en fait, qui se trouve sur YouTube, qui a vraiment eu plusieurs vues. C'est en anglais, par contre. Mais je vous invite, si vous comprenez l'anglais, à aller la voir. Il va clairement vous expliquer encore mieux que moi le fond de son passé. Moi, je vais essayer de vous en faire un bref résumé, puis j'espère que vous allez comprendre où est-ce qu'on veut en venir avec ça. Je vais vous envoyer encore une fois le lien après la présentation. Donc, les 8 composantes, c'est quoi? C'est 8, selon le docteur Doug Belchat, c'est 8 éléments, 8 aspects, en fait, de notre vie qui, si on les maîtrise, fait de nous des citoyens numériques à part entière, complètement autonomes, fonctionnels, puis qui peut vraiment s'épanouir dans l'utilisation des nouvelles technologies. Nous, la façon qu'on l'envisage, c'est que pour nous, ces 8 composantes-là, puis c'est très pratique quand ils commencent tous par un C, là, que ce soit la culturelle, la cognitive, la constructive, la communicative, créative, la confiance, la critique ou la civique. Nous, on pense que c'est plus comme des portes d'entrée vers l'apprentissage numérique, en fait. Oui, si on réussit à maîtriser chacune de ces composantes-là, on devient vraiment 100% autonome et fonctionnel sur tous les aspects du numérique. Mais c'est aussi pour nous une façon peut-être de comprendre ce que la personne devant vous, où est-ce qu'elle peut avoir des difficultés, qu'est-ce qui fait qu'elle rencontre des difficultés, où est-ce que nous, on peut se renseigner pour mieux accompagner. C'est aussi une façon pour nous de
peut-être trouver des portes d'entrée pour des gens qui ne seraient pas intéressés. Donc, il y a certains éléments là-dedans qui sont plus de l'ordre de comment nous, on peut en bénéficier de cet apprentissage-là. Puis, il y a aussi tout le côté éthique. Pour moi, est vraiment quelque chose d'important, c'est que tant qu'à amener, puis je vais le répéter souvent, là, mais tant qu'à amener quelqu'un vers l'apprentissage du numérique, autant mieux bien le faire. C'est un peu notre responsabilité en tant qu'accompagnant de placer la personne dans une situation propice, d'un, à l'apprentissage, mais aussi qu'elle ne soit pas à risque de se faire hameçonner, qu'elle puisse contrôler bien son image, les informations, tous les enjeux de sécurité. Donc, il y a comme des enjeux éthiques qui se placent maintenant dans l'apprentissage des nouvelles technologies, puis bien, ça rentre là-dedans. Donc, en tant qu'accompagnateur, on a aussi un rôle à jouer là-dedans. Donc, on pense qu'on peut utiliser ce modèle-là, en fait, pour peut-être développer certains aspects de notre empathie ou comprendre mieux où est-ce qu'on peut aller aider la personne devant nous. Parce qu'en fait, on peut être très doué dans une de ces sphères-là, puis avoir à travailler seulement quelques autres. Puis on n'utilisera pas les mêmes ressources ou les mêmes outils. Donc, des fois, de déconstruire l'apprentissage de cette façon-là, ça peut nous aider à ce que ça soit un petit peu moins gros pour la personne qui est devant. Donc, on va les regarder ensemble. La première composante, c'est une de mes préférées, c'est la composante culturelle. C'est le fait que chaque plateforme, site Internet, appareil aurait comme sa propre culture, ses codes, que ce soit esthétique, sa façon de communiquer, qu'on utilise les outils à l'intérieur, qui lui serait propre, un peu comme un pays en fait. Et qu'il y a des choses qui se font sur une plateforme qui ne se feront pas sur une autre et vice-versa, puis ça ne sera pas toujours explicite. Tu sais, des fois, ça va être des choses qui sont un peu induites. On ne sait pas pourquoi, on ne sait pas d'où ça vient. Ben, en fait, il y a souvent une raison de où ça vient, mais à première vue, c'est pas quelque chose qui est intuitif. Donc, pourquoi on peut faire ça ici, mais on ne peut pas faire ça là? C'est quelque chose qu'on doit intégrer, en fait. Je vais vous donner des exemples, ça va peut-être être un petit peu plus parlant pour vous. Donc, je vous donne cet exemple-là. Ceux qui comprennent la culture de Facebook, vraiment qui la maîtrisent, ça va sûrement les faire sourire ici. Cet exemple-là, c'est ma grand-mère, en fait, je l'avoue, c'est ma grand-mère, qui écrit sur mon mur Facebook bon anniversaire Audrey-Anne, une journée pour te gâter, bisous Françoise et Pierre. Donc, ce qui fait sourire ici, en fait, c'est le fait qu'elle a signé son message. Parce qu'on sait que sur Facebook, on n'a pas besoin de faire ça, vu qu'on a déjà notre identifiant. Dans le fond, ce qu'elle fait ici, c'est pas mal. Elle utilise des codes culturels de la vie civile, au fait que quand on écrit un courriel, même un message de manière manuscrite, bien, on signe. Donc, c'est pas une erreur en soi, mais c'est quelque chose qui m'indique qu'elle ne maîtrise pas toute la culture de Facebook. Mais des cultures comme ça, il y en a sur chaque plateforme, c'est des petits éléments. Puis ça, pour vous, ça peut vous mettre la puce à l'oreille, en fait, quand on maîtrise certains de ces éléments-là. Peut-être que ma grand-mère, on peut voir qu'elle est capable de se rendre là, elle a un compte, mais il manque certains aspects pour être 100% fonctionnel. Autre petits éléments qu'on peut être alerte. Moi, je constate qu'il n'y a pas de ponctuation dans le message. Ma grand-mère est secrétaire dans des conseils d'administration. Elle est enseignante toute sa vie. Je sais qu'elle a un français impeccable. Ceci, ça peut m'indiquer que peut-être qu'elle ne maîtrise pas bien sa tablette, en fait. Ça, c'est des petits éléments qui peuvent vous orienter vers où on peut aller agir. Pour revenir au volet culturel, il y a cet exemple-là, mais il en existe plein d'autres, en fait, qui sont vraiment des traits culturels. On peut penser aux hyperliens sur Wikipédia, le fait que c'est une plateforme qu'on circule à l'intérieur, les hashtags, là, les dièses sur Instagram ou du langage qui va être propre à l'environnement Mac ou à l'environnement PC, par exemple. Toutes ces choses-là, c'est vraiment de l'ordre de la culture. Puis, c'est vraiment tout un univers à découvrir, mais qui peut nuire à l'apprentissage. Ici, on peut remarquer les logos. C'en est un autre exemple, c'est vraiment des codes culturels et logos. Si vous regardez en haut, les premiers, on n'a plus besoin de s'y attarder. Là. Ça fait partie de la culture populaire. Tout le monde comprend le play, stop, avance, recul qu'on retrouve sur des lecteurs vidéo, des lecteurs cassettes, même sur notre ordinateur. Je ne sais pas si vous l'avez remarqué, lorsque je vous ai montré l'image du répondeur tout à l'heure, le vieux répondeur à cassette, en dessous des logos, c'était encore écrit là, à quoi signifiait le logo. Maintenant, remarquez, ça ne sera plus écrit play en dessous du triangle. À l'époque, il fallait l'écrire parce que c'était peut-être pas clair pour tout le monde. Maintenant, on n'a plus besoin de faire ça. On peut prendre ce raccourci-là parce que les gens l'ont inculqué.
l'ont intégré, pardon. Mais vous voyez, pour les nouveaux logos, puis là, je vous en ai mis 5 en exemple, mais des logos, des icônes sur Internet, les nouvelles technologies, il y en a des milliers, là. Donc, ça fait partie d'un nouveau langage qu'on a à intégrer pour pouvoir se repérer adéquatement dans l'utilisation des nouvelles technologies. Le premier ici, c'est un bon exemple. C'est le petit logo menu qui, si on utilise un téléphone intelligent ou une tablette, nous est assez familier, mais qui n'est pas intuitif du tout, du tout, du tout. Puis, peut-être que simplement en adaptant notre langage à cette réalité culturelle-là, qu'on ne prend pas pour acquis que la personne devant nous maîtrise tous ces codes culturels-là. Donc, au lieu de juste dire cliquez sur le menu, on peut dire cliquez sur le menu en haut à gauche, c'est les 3 petites barres parallèles. Puis on peut en profiter pour dire sur la plupart des plateformes, lorsque vous voyez ce logo-là, c'est le menu, ça peut vous aider à vous repérer. On en profite pour rendre plus autonome la personne d'une fois à l'autre. C'est aussi intéressant de se mettre dans la peau des gens puis de comprendre à quel code culturel, eux, ils répondent. Puis ça peut vraiment vous aider à comprendre où est-ce que ça accroche. Ici, par exemple, c'est un bon exemple, le petit rouleau de peinture qui sert à reproduire les caractères, à reproduire une mise en forme sur les logiciels de traitement de texte. Donc, si on a un titre qui est, par exemple, d'une certaine couleur, avec une certaine police, avec un certain caractère, le simple fait de pouvoir passer le rouleau de peinture, on peut copier sur le second titre, puis ça va copier la mise en forme. Mais ça fait référence aussi à un rouleau de peinture. Donc, moi, ça m'est déjà arrivé dans le cadre des formations de me dire qu'on cherchait à changer les couleurs d'une police ou d'une image, puis qu'on cliquait sur le rouleau de peinture, puis qu'il ne trouvait pas, tu sais. Donc, quand on fait le chemin, on comprend que la personne fait référence à ce qu'elle connaît. Donc, rouleau de peinture égale couleur. Donc, c'est pour ça qu'elle cherchait cette icône-là, pour changer la couleur, ce qui fait complètement du sens quand on y pense un instant. Donc, elle fait référence à ses propres codes culturels. L'autre ici, c'est l'engrenage pour les paramètres. Lorsqu'on utilise un ordinateur fréquemment, instinctivement, lorsqu'on cherche les paramètres, on va aller sur cette petite roue-là qui fait référence à un engrenage. Mais on m'a déjà dit, et j'avais trouvé ça à une certaine façon très, très brillant, que la personne essayait d'accéder en fait au navigateur. On parle tout le temps de navigateur Internet parce que elle cliquait sur la roue de bateau. Donc, navigateur égale roue de bateau. Elle cherchait Internet en cliquant sur cette icône-là. Et puis, ça ne marchait pas, puis elle était frustrée. Puis moi, je n'arrivais pas à comprendre en fait c'était quoi le chemin qu'elle avait fait pour en arriver là, jusqu'à temps que je comprenne ce raisonnement-là. Donc, de se positionner dans la peau de la personne puis d'essayer de comprendre les codes culturels qu'elle utilise, ça nous aide énormément à comprendre le chemin puis à pouvoir déconstruire ça puis les amener à intégrer ces nouveaux codes-là qui sont nécessaires, en fait, pour être fonctionnels sur les différentes plateformes. Encore une fois, on n'a pas besoin d'être expert sur chacun des réseaux sociaux, sur chaque nouvelle plateforme. Ceci dit, on peut quand même voir où est-ce qu'on manque d'informations. Même si nous, on n'est pas familier avec la culture d'un certain environnement, on peut comprendre que c'est cette notion-là qui nous manque pour bien naviguer là-dessus. Donc, ça, c'est pour la compétence culturelle. La compétence suivante, c'est la compétence cognitive, qui est une compétence un peu plus générale, en fait, qui est le principe de comprendre tout ce qui est l'architecture d'un ordinateur ou d'un appareil technologique, puis de pouvoir s'y adapter. C'est l'idée de savoir qu'est-ce qui se connecte dans quoi, où, comment, mais aussi d'être capable de le comprendre de manière générale, c'est-à-dire de ne pas écrire une recette, là, OK, je veux me rendre sur telle plateforme, je dois faire chacune de ces actions-là, parce qu'on comprend comment ça fonctionne dans son ensemble. Donc, on comprend c'est quoi un icône dans une chemise, dans un onglet, dans une fenêtre. On comprend que si la page, elle descend, elle n'est pas disparue, par exemple. C'est toutes ces choses-là qui peuvent nous rassurer, qui fait aussi de nous quelqu'un qui est complètement autonome, qui va pouvoir se repérer. Bien sûr, dans les étapes d'apprentissage, si on commence par apprendre des étapes et qu'on les intègre par cœur, ce n'est pas un problème. Sauf que ça ne participe pas à ce qu'on devienne autonome et qu'on puisse créer des raisonnements par rapport à cette utilisation-là. Un autre exemple pour la compétence cognitive, peut-être que ça va être plus clair pour vous, c'est le fait de pouvoir se repérer d'un environnement à l'autre. Donc ici, on a l'exemple de Mac et PC. Moi, j'utilise un environnement PC. Si je me retrouve
sur un environnement de max. Bien sûr que je suis peut-être un petit peu plus lente sur la détente, là. Ça me prend un peu plus de temps à me repérer, mais ultimement, je vais être capable de trouver la barre, de repérer certains logos qui vont faire en sorte que, ben, même si ça me prend un peu plus de temps, je ne suis pas complètement perdue parce que ben, j'ai quand même une compréhension qui est générale. Puis là-dessus, notre rôle, ben, c'est de favoriser cet apprentissage-là qui est plus global, puis d'encourager les gens justement à chercher à comprendre en fait comment ça fonctionne dans l'ensemble pour pas être dépendant de chaque petite action, puis avoir envie d'aller découvrir aussi, piquer la curiosité des gens. On arrive à la troisième compétence, la compétence constructive, qui s'inscrit plus dans ce que je disais, qui est le l'ordre un peu de l'éthique. C'est de participer en fait à transmettre des connaissances sur qu'est-ce qui se fait, qu'est-ce qui ne se fait pas sur Internet, notamment au niveau des droits d'auteur. Je pense que vous êtes tous très sensibles à ça en bibliothèque, là. C'est que sur Internet, les limites, ils sont plus floues, en fait, sur qu'est-ce qu'on a le droit de partager, de réutiliser. Puis ça part pas tout le temps d'une mauvaise volonté, mais c'est important d'apprendre c'est quoi les limites. Puis tant qu'à partir de zéro, bien, pourquoi pas se sensibiliser à ça dès le début, pardon, puis devenir un citoyen numérique responsable. Donc, quand je parlais que les limites sont moins claires sur Internet, sûrement que ça vous fait sourire. On avait tous ça au début des cassettes, des DVD quand on allait au club vidéo. On s'est tous fait dire que le FBI viendrait cogner à notre porte si on copiait le petit, je ne sais pas, la cassette de Toby sur la Lune en 4 copies. Donc, c'est sûr que on comprend que c'était plus gros, mais ce que je veux en venir avec ça, c'est l'idée que ben, la limite était claire. On comprend que le contenu appartenait à quelqu'un, qu'on n'avait pas le droit de le réutiliser, de le copier ou de le vendre, puis qu'il y avait des lois associées à ça. Sur Internet, c'est un peu plus flou, puis on est des fois, comme je disais, c'est pas de la mauvaise volonté. Vous allez utiliser une image sur Google Images, par exemple, pour une activité dans vos milieux respectifs, sans vérifier si l'image est libre de droit, sans vérifier si vous aviez le droit d'utiliser, mais des fois simplement en citant le nom du photographe, par exemple. Il existe aussi plein de banques d'images libres de droit qui demandent juste à être créditées pour l'artiste. Donc, c'est d'inculquer ces bonnes pratiques-là, puis je pense qu'on gagne tous à faire. Moi, depuis que je travaille sur ces formations-là, c'est quelque chose que je fais un effort supplémentaire que je ne faisais pas avant. Donc, ça m'arrivait de prendre des images sans les citer. Maintenant, je fais un effort pour aller dans les banques d'images libres de droit, de mettre le nom des photographes en question. Je trouve ça important. Puis je pense que c'est des bonnes habitudes qu'on gagnerait tous à utiliser, mais aussi à apprendre aux gens. Donc, pour vous repérer, entre autres, il y a les Creative Commons qui ont été mis en place, qui sont des petits logos qui permettent de nous repérer. Vous allez les voir de plus en plus fréquemment. Portez attention, ils ne sont pas sur toutes les images, mais de plus en plus, on peut les voir qui vont vous dire si vous avez le droit de prendre une image. Des fois, vous avez le droit si c'est pour une activité gratuite, si c'est en citant le nom. Des fois, vous avez le droit de toute la modifier si vous voulez. Pour information, par exemple, nos activités, tout ce qu'on met en ligne sont Creative Commons. Vous avez le droit de les modifier, de les partager, de les adapter. Nous, c'est ce qu'on veut, c'est que ça soit évolutif. On a pris la peine de le mettre pour que vous ayez l'autorisation. Donc, je vous invite à aller vous renseigner sur les Creative Commons. Je vais vous envoyer tout ça en référence, bien sûr, mais je vous invite aussi à aller voir la page Wikipédia, en fait, de Creative Commons qui est très bien expliqué, très simplifié, très bien vulgarisé. Ou sinon, vous rentrez sur la page officielle des Creative Commons. Mais renseignez-vous là-dessus. Puis il y a plein de petites actions qu'on peut faire pour nous aussi s'améliorer là-dedans. Donc, je vous invite à vous renseigner le plus possible là-dessus. On arrive maintenant à la compétence communicative qui est très symbiotique là, avec la compétence culturelle. Mais c'est l'idée qu'avec les nouvelles technologies viennent les nouveaux moyens de communication. Donc, on parle de maîtriser toutes les nouvelles plateformes, ce qui, encore une fois, peut sembler évident lorsqu'on les utilise au quotidien, mais entre WhatsApp, Messenger, Snapchat, on en a une multitude. Ça peut faire peur, ça peut... c'est gros aussi quand on avait notre seule ligne fixe pour communiquer et que tout d'un coup, on vous dit, ben oui, prenez cette tablette, tu vas pouvoir appeler à l'autre bout du monde. Tu sais, il faut comprendre que c'est pas si intuitif que ça, puis surtout que c'est pas, ça peut être gros, on comprend peut-être pas la portée de tout ça, mais que
lorsqu'on intègre aussi la compétence culturelle, il y a des nouvelles façons de communiquer. Puis c'est important de s'y attarder parce que là, on pourrait créer des petits quiproquos, puis quand même avoir des erreurs qui pourraient peut-être porter préjudice à certains degrés là, aux personnes qui sont devant nous. On peut penser notamment aux emojis qui transforment un peu la moyen qu'on communique, mais il y en a de toutes sortes. J'ai lu une étude récemment qui disait que 70% des milléniaux vivaient un malaise lorsqu'on terminait un message à l'écrit par 3 petits points. Donc, si on répondait OK, 3 petits points, ça exprimait comme une frustration ou de la colère ou quelque chose qui ne faisait pas l'affaire des gens. Quand on regarde ça de l'autre côté, 3 petits points, c'est un signe de suspension qui est tout à fait normal dans de la syntaxe. Donc, il veut juste dire qu'il y a une suite, qu'il y a quelque chose qui s'en vient, qui n'est pas nécessairement un inconfort, mais lorsque on superpose la compétence culturelle, c'est important de comprendre ça parce qu'on peut créer des petits problèmes de communication entre l'interlocuteur et la personne qui veut envoyer un message, puis c'est pas du tout ce qui était au menu, en fait. On peut penser notamment à l'écriture en lettres majuscules ou en caractères gras qui peut signifier de la colère ou de crier. Donc, si quelqu'un dans un courriel peu familier avec ça veut juste mettre l'emphase en mettant en gras parce que c'est important pour elle, puis que pourquoi tu es en colère contre moi quand tu me dis ça? C'est toutes ces petites notions-là qu'on a à comprendre puis qui participent à être 100% fonctionnel dans les nouveaux moyens de communication. Puis ça, c'est vraiment là pour rester. Il y a du bon là-dedans, il y a du pas bon, mais c'est que la communication évolue avec les nouveaux médiums. Donc, il faut, nous aussi, s'habituer à ça. Après, il n'y a pas de dictionnaire fixe. L'idée, ce n'est pas de donner une recette, mais ça peut nous aider à améliorer l'expérience de communication des gens qui essaient d'apprendre ça pour la première fois. Pour les emojis, on va regarder ça ensemble. Je pense que ça va bien résumer là, comment la communication culturelle et la valeur la dimension, je reprends ma phrase. On va faire une activité ensemble. En fait, je vais vous envoyer ça ici, puis on va voir comment la dimension culturelle et communicative, en fait, s'influence énormément. Donc, je vous envoie la phrase ici, l'énoncé 1, qui est « Rendez-vous à la maison à 19h avec les émoticônes ». Puis, je vous demande ce que vous en comprenez. Pardon, je me suis un peu enfargée dans ma phrase. Donc, on a le choix entre « Rendez-vous à 19h à la maison » tout simplement, « Rendez-vous à 19h à la maison et je suis content » contente. Et rendez-vous à la maison, on commande des mets chinois. Ou je ne sais pas, ou rendez-vous à la maison, tout simplement. Donc, allez-y, là, instinctivement, comme je dis, il n'y a pas de... il n'y a pas de bonne ou de mauvaise réponse. C'est vraiment, qu'est-ce que vous comprenez de ça? Donc, on va aller voir les réponses. Si vous n'avez pas le temps de répondre, je suis désolée, je ne veux juste pas qu'on manque de temps en fin de rencontre, mais vous pouvez quand même participer, là, il n'y aura pas de problème pour la suite. Donc, on va aller voir vos réponses. Donc, la majorité de personnes ont répondu « on commande des mets chinois ». Donc, vous avez, ou puis une personne « je ne sais pas ». La personne qui a répondu « je ne sais pas », probablement vous n'avez pas reconnu les émoticônes, ce qui est tout à fait probable, là, puis c'est pas un problème. Donc, on avait un biscuit chinois et des baguettes chinoises. Donc, on peut en déduire, on commande des mets chinois. La plupart des gens, quand ils répondent, c'est pas le cas aujourd'hui, mais qui répondent « et je suis content », c'est qu'on va peut-être écarter les deux autres émoticônes pour se concentrer sur le bonhomme sourire. Donc, toutes ces réponses-là peuvent faire du sens. Puis, peut-être que vous auriez pu répondre tout simplement parce que ces émoticônes-là ne faisaient pas de sens pour vous, puis c'est tout à fait correct. Maintenant, si je vous envoie la même phrase, mais avec des nouveaux emojis. Donc, rendez-vous à la maison avec une aubergine et une pêche. Donc, qu'est-ce que vous en comprenez? On va aller voir. On a toutes les réponses, c'est super, on va aller voir ça. Donc, on a une majorité de personnes qui ont répondu une soirée olé en perspective. On a quand même des personnes qui ont répondu au menu souper végétarien ou à la maison tout simplement. Donc, encore une fois, c'est probablement que ces émoticônes-là faisaient juste pas de sens. Fait qu'on se dit qu'on a mis ça au hasard, puis c'est très probable. Bon, ici, ce qu'il faut comprendre, c'est que, en effet, le sens le plus
probable dans la culture populaire, ça serait soirée olé en perspective parce que comme il n'y a pas d'emoji pour représenter les organes génitaux ou l'acte sexuel, ben dans comme la compréhension populaire, l'utilisation des emojis, on utilise l'aubergine et la pêche pour se représenter un pénis et un vagin, en fait. Donc, vous voyez que là, ça peut vraiment porter à confusion. Pour les personnes qui ont répondu au menu souper végétarien, bien, ça fait du sens. Là, on a légumes, fruits, ça fait complètement du sens, bien sûr. Sauf que si on n'a pas le code culturel, donc je vous ramène à la composante culturelle, là, on peut avoir un petit quiproquo de compréhension. Bien sûr, ici, c'est anecdotique, ça va vous faire sourire, mais on voit que ça pourrait quand même faire en sorte que la personne, bien, elle se sente un peu inconfortable ou même peut-être un peu humiliée. Donc, c'est important de valoriser l'apprentissage, en fait, de ne pas sous-estimer comment ça peut vraiment avoir un impact, toutes ces nouvelles compétences-là, notions-là, puis que, encore une fois, c'est pas grave si on les maîtrise pas toutes, mais que c'est pas purement anecdotique, en fait. Et on y va pour le dernier. Rendez-vous à 19h à la maison. Qu'est-ce qu'on a encore prêt pour le dernier? Eh bien, je crois encore une fois, là, vous êtes un petit groupe, je pense que ça apporte à ça. Ça fait que les réponses sont comme improbables. Pour moi, c'est la première fois que j'ai, encore une fois, une égalité entre cependant, cette option ne me plaît pas ou je suis en colère contre toi. Puis vous voyez, là, ça, ce qui est intéressant, c'est que dans les deux cas, on a une interprétation qui est soit portée vers la personne ou vers soi. Puis, il n'y a pas aucune bonne ou mauvaise réponse. Là. Ici, c'est vraiment notre propre interprétation. Donc, moi, j'ai une petite théorie maison là-dessus que ceux qui ont des enfants à la maison répondent qu'ils sont en colère contre toi. Puis sinon, on le met sur nous, c'est que c'est moi qui n'ai pas contente de cette option-là. Donc, vous voyez, en résumé, c'est que 3 fois la même phrase, on a mis des emojis différents. À chaque fois, on a un niveau de lecture qui est différent. Et à l'intérieur d'un même énoncé, on peut avoir une compréhension qui change. Donc, il n'y a pas vraiment de dictionnaire des emojis. Ça, c'est vraiment un exemple parmi plein d'autres qui illustre juste comment bien, la communication est influencée par les nouvelles réalités, les nouveaux faits culturels qui sont propres au monde numérique, puis que bien, le fait de les maîtriser, ça participe à une expérience positive, en fait, de l'utilisation. C'est pas un prérequis, là, c'est pas grave si on n'utilise pas d'emoji dans notre conversation, mais c'est bien pour les décoder, puis je pense que ça participe aussi à l'expérience, puis à comment ça évolue. Mais de savoir, par contre, quand les utiliser, est-ce qu'on les utilise pour quand on s'adresse à notre supérieur dans un contexte professionnel? Est-ce que ça a toujours sa place? Ça, par contre, c'est des éléments qui, je crois, sont importants de comprendre ou, à l'inverse, qui peuvent vous aiguiller sur les niveaux de maîtrise de chacun de ces éléments-là de la personne qui est devant vous. On arrive à la compétence de la confiance, qui est un peu comme la compétence cognitive, qui est quelque chose de général, mais que nous, on a un gros rôle à jouer pour valoriser ça. C'est l'idée que la personne qui développe cette compétence-là va avoir du plaisir à utiliser les nouvelles technologies, n'aura pas peur que son engin explose. Puis surtout, va se sentir en sécurité. Tu sais, comme de plus en plus, on a des fenêtres pop-up qui vont apparaître pour nous demander d'accepter ou pas les cookies, par exemple, qui sont les petits témoins qui permettent au site Internet de récolter certaines données de navigation, là, surtout pour faire de la publicité. Donc, je ne rentrerai pas trop dans les détails là-dessus, je ne veux pas vous perdre, mais l'idée, c'est que, vous voyez, si on n'est pas en confiance, que déjà, il y a une fenêtre qui apparaît, qu'on ne sait pas c'est quoi, qu'on nous demande d'accepter des cookies, qu'on ne comprend pas le mot. Donc, tout ça, ça peut créer des stress, puis faire en sorte qu'on n'a aucun plaisir, puis qu'on ne veut juste pas être touché. Donc, de valoriser quand c'est des éléments qu'il faut porter attention, des petits signes aussi qui permettent de faire « OK, ça, c'est sûr que c'est sécuritaire, portez-y pas attention. Oups, ici, vous pouvez demander de l'aide, vérifier avant. » Des fois, juste de donner certains codes, de rassurer la personne qu'il n'y a rien qui va exploser, qu'il y a rarement des manipulations qui ne sont pas réversibles, de montrer des petites actions aussi simples qu'un CTRL-Z pour récupérer une phrase qu'on viendrait de supprimer, par exemple. Toutes ces petites choses-là qui pourraient participer à favoriser la confiance d'une personne, puis ça part de là. On le voit chez les enfants, mais c'est la même chose chez les adultes. Si on n'est pas bien dans une situation, on n'aura pas envie de la reproduire. Donc, je pense que là, on a un gros rôle à jouer tant par notre empathie que
par les éléments qu'on enseigne pour faire en sorte que la personne se sent bien, en fait, dans son apprentissage. Ça peut avoir l'air du gros bon sens, mais ça fait vraiment, en fait, partie de comment on peut devenir un citoyen numérique là, complet et autonome. Bien, la confiance, c'est la base, puis il faut vraiment la valoriser en parsemant de toutes ces petites actions-là dans notre vocabulaire, en comprenant que aussi en nous mettant dans une posture peut-être humble, que c'est vrai que c'est compliqué quand on a vu toute la formation en date, on se rend compte qu'il y a vraiment beaucoup d'éléments, puis ça se peut que ça soit stressant, puis que ça soit compliqué, puis qu'on ne se comprenne pas. Donc, c'est de garder ça en tête en tant qu'accompagnateur. Donc, cette compétence-là, elle sert tant pour la personne devant nous, mais que pour nous, je crois aussi. Oups, pardon, je suis allée du mauvais côté. Donc, la prochaine compétence, on approche de la fin, là, je vous rassure. La compétence créative, qui est une de celles que je vous disais qui peut aider à susciter l'intérêt. Des fois, les gens ne voient pas pourquoi ils bénéficieraient d'utiliser les nouvelles technologies, mais la compétence créative, c'est le fait qu'il existe tout plein de nouveaux médiums, tout plein de nouveaux outils aussi. Oui, la valeur créative, c'est-à-dire on peut penser à des choses comme le graphisme, Photoshop, toutes ces choses-là, mais on n'est pas obligé d'aller jusque-là. C'est l'idée qu'il existe plein de nouveaux outils pour simplifier la vie, mais qui peut aussi susciter l'intérêt. Donc, que ce soit de créer un plan de jardinage en utilisant en utilisant PowerPoint même, ou une base de données, de créer un album photo, tous ces éléments-là qui mettent la personne en action, en fait, qui fait que la personne, comme je disais, ne fait pas que subir, mais peut utiliser les nouvelles technologies pour son bien-être, pour s'épanouir, pour aussi des choses qui vont lui être utiles. Mais ça, c'est vraiment une porte d'entrée, parce que c'est une question qui revient souvent. Les gens, ils sont réfractaires, ils ne voient pas l'utilisation, mais c'est de se rappeler que si on ne l'a jamais utilisé, comment vous voulez que les gens savent c'est quoi le potentiel qu'ils peuvent en tirer? Ça vous semble évident que c'est plus simple de faire telle ou telle action par un ordinateur que de le faire à la main, par exemple. Mais si on ne l'a jamais fait, puis qu'on est très bien dans notre vieille méthode, on n'y verra pas le gain potentiel. Donc, c'est d'utiliser tous les nouveaux outils pour mettre les gens en action. Moi, je trouve que cette compétence-là, aussi la compétence créative, est intéressante au niveau professionnel aussi pour valoriser les gens, puis peut-être aussi leur permettre de se présenter à leur plein potentiel. Je pense par exemple à des organismes ou des gens qui ne maîtrisent pas bien les outils puis qui n'arrivent pas par exemple, à promouvoir une activité à la hauteur de ce que c'est supposé d'être. Même chose pour un CV, par exemple, qui serait désorganisé parce qu'on ne maîtrise pas le traitement de texte. Je trouve que la compétence créative, on peut l'utiliser au sens large, c'est-à-dire dépasser le simple outil de création pour dire qu'est-ce qu'on peut utiliser là, qui va vous permettre, vous, de créer quelque chose qui va vous servir. Puis, vraiment, utilisez-la comme une porte d'entrée. Allez vous intéresser à ce que les gens aiment, puis ont envie de faire, c'est quoi leurs besoins, puis de là, mais on va aller en profiter pour apprendre des notions sur le plan culturel, cognitif, communicationnel, etc., dans cette utilisation-là qui va leur être plus positive que de simplement remplir un formulaire. Donc, j'espère que vous me suivez là-dessus, mais c'est aussi de vous renseigner sur tous les médiums et les possibilités qu'offre Internet, que ce soit dans la création musicale, esthétique, l'image, les photos, la captation vidéo, mais il en existe de toutes sortes. C'est vraiment de tout ce que ça peut nous apporter. Bon, je me trompe à chaque fois. On arrive à la compétence critique qui, elle, m'est très chère. Je pense que là, vous n'êtes pas extérieur à cette problématique-là. Les fausses nouvelles en font partie. La compétence critique, c'est vraiment ça. C'est un peu comme la compétence constructive, c'est que c'est un peu notre responsabilité de sensibiliser les gens à cette nouvelle réalité-là. Faut comprendre aussi qu'une personne qui n'était pas sur les réseaux sociaux, qui n'utilisait pas Internet, bien sûr qui n'était pas à risque de tomber dans le piège des fausses nouvelles, par exemple. Mais dans la compétence critique, on peut rentrer là-dedans aussi tout ce qui est le public, le privé. Est-ce que ça se partage? Est-ce que ça ne se partage pas? Est-ce qu'on écrit ça à cet endroit-là? Est-ce que c'est la place appropriée pour ça? Là, on n'est pas là pour donner un cours de morale aux gens, c'est pas ça, mais il y a beaucoup de notions qui viennent juste d'une
méconnaissance des plateformes. Donc, le fait que des fausses nouvelles circulent, c'est pas toujours parce que les gens sont bêtes ou naïfs, simplement que des fois, ils comprennent pas que c'est public, ils comprennent pas ce qu'ils viennent d'envoyer parce qu'ils ne maîtrisent pas l'outil. Donc, c'est de développer tout ça. C'est de développer les bons réflexes aussi, d'aller valider la date, les sources, les sites, montrer les petits codes, par exemple, du petit cadenas là, dans le coin de l'écran en haut à gauche qui permet de montrer que c'est un site sécurisé. Toutes ces petites actions-là, là, je vous en donne en vrac comme ça, mais il y en existe tout plein. C'est d'être sensible à ça, puis dans chaque action que la personne apprend, bien, apprenons lui à le faire correctement, en fait, avec les bonnes pratiques, les bons réflexes. Donc là, on s'intéresse aux fausses nouvelles, mais c'est un exemple parmi tous les enjeux éthiques qu'on a à développer là, dans l'utilisation des nouvelles technologies. Puis l'exemple qu'on a choisi ici, c'est un exemple qui, pour moi, est parlant parce que des fois, on a l'impression que c'est chez les autres, mais je pense que les fausses nouvelles, c'est quelque chose qui nous dépasse, puis qui, des fois, c'est juste d'être alerte, en fait. Donc, si on est sur un journal crédible, qui est Radio-Canada, tout semble correct. En fait, la nouvelle était vraie, ça portait sur les feux de forêt au Brésil il y a 2 ans. Mais lorsqu'on regarde de plus près, on se rend compte que la photo, ici, elle ne correspond pas. En fait, le journaliste a pris un raccourci, a pris cette photo-là qui correspond à des feux contrôlés qui avaient eu lieu avant, en 2017. Donc, cet exemple-là, c'est pas votre responsabilité, c'est un choix éditorial, mais c'est pour vous montrer que, tu sais, tout ce qu'on partage, tout ce qu'on fait comme choix, bien, peut être associé, puis où est-ce qu'on peut valider cette information-là. Donc, c'est important d'être alerte aux petits caractères. C'est important quand on va sur Google Images, bien, si on tombe sur cette image-là qui nous semble très parlante, de peut-être aller faire le chemin puis de s'assurer que c'est la bonne source. Je suis bien consciente qu'on ne demande pas aux gens de faire ça sur chacune des éléments, mais à certains moments, c'est important de le faire. Puis au moins, il faut savoir où on peut trouver l'information. Donc, si vous ne le faites pas à chaque fois, au moins, quand vous avez le besoin, est-ce que vous savez où trouver l'information? Puis ça, c'est vraiment ce qu'il faut développer chez les gens. Je pense que c'est vraiment important. Puis moi, je pense que si on commence l'apprentissage dès le début, on peut parler chez les jeunes, mais aussi dès qu'on apprend à utiliser un appareil, bien, on part de moins loin. Puis c'est plus facile de se repérer là-dedans. Donc, il existe plein de sites qui collège et vérifie les fausses nouvelles pour vous, entre autres. Il existe aussi des répertoires qui peuvent vous permettre là, de savoir si les sites, c'est des arnaques, par exemple. Toutes ces choses-là, je vous ai envoyé encore une fois en référence. Donc, simplement, gardez en tête que ça fait un peu partie de nos responsabilités en tant qu'accompagnateur numérique, d'être sensible à ça puis de partager ces informations-là aux apprenants devant nous. L'idée, c'est pas de leur faire peur, c'est pas de les mettre non plus dans une petite boîte puis parce qu'ils font une erreur, par exemple, puis qu'ils partagent des fausses nouvelles, de leur dire que c'est la fin du monde. Simplement leur dire, avez-vous réalisé que, est-ce que vous saviez, pour telle raison? Puis juste en pointant ces choses-là, déjà, on participe à rendre ça peut-être un petit peu plus facile comme lecture de l'information. Et puis maintenant, on arrive à la dernière compétence qui est la compétence civique. C'est le fait que pour compléter cette boucle-là, c'est important de pouvoir être fonctionnel puis de développer nos compétences en littératie numérique parce que ça nous permet de revendiquer nos droits puis d'être considéré comme un citoyen à part entière. La transition numérique, en fait, ce que ça fait, c'est que ça amène ça, les services, tous les formulaires de réclamation, les pétitions en ligne, ça se passe de plus en plus sur Internet. Si vous avez une réclamation à faire à votre service de télécommunication, probablement qu'ils vont vous faire remplir un service en ligne. Si vous voulez contester une contravention, de plus en plus, ça va se faire sur Internet. Vous voyez, c'est tous des petits gestes, des petites actions qui fait que dans une idée de justice sociale, puis d'égalité, puis de réduire les inégalités, bien, ça passe aussi par là, c'est-à-dire que de maîtriser la compétence civique, c'est vraiment quelque chose qui, bien, pour moi, je trouve que ça peut être une bonne raison de vouloir favoriser cet apprentissage-là chez les gens, pardon. Je pense aussi que ça peut être, encore une fois, un peu comme la compétence créative, une porte d'entrée. Les gens qui ne voient pas le bénéfice qu'ils pourraient en tirer, peut-être que de cette façon-là, ils pourraient peut-être y voir certains points positifs. Là, on voit l'exemple ici de la pétition en ligne. Je vous ai parlé vite des formulaires de réclamation, mais on peut retrouver aussi des sites comme
éducalois qui vulgarise et simplifie des textes très compliqués de code de loi, qui fait que les gens ont accès à de l'information qui vont leur servir à ne pas se faire flouer des choses comme ça. Donc, moi, je trouve que cette compétence-là, bien, elle vient un peu boucler la boucle quand on disait être un citoyen numérique à part entière, bien, c'est être un citoyen dans la société parce qu'en fait, on parle beaucoup de la société numérique, de la société civile, mais on comprend que maintenant, ça fait de plus en plus ça puis que c'est indissociable. Donc, cette compétence-là, elle s'inscrit là-dedans. Vous pouvez aussi le voir, moi, je pense qu'on va aller de plus en plus vers un vote numérique, par exemple, donc dans l'évolution de ce qui s'en vient. Mais ça participe à conserver, en fait, une égalité dans la société puis d'être sensible à ça. Donc, c'est vraiment comme une compétence qui est peut-être un petit peu plus floue dans votre... dans vos tâches respectives au quotidien, mais pour moi, m'apparaît tout aussi importante que les autres parce que, bien, d'un, ça peut susciter l'intérêt, mais qu'elle participe vraiment à réduire les inégalités, puis que c'est important de le voir aussi là-dedans. Donc, peut-être qu'on le met un peu de côté ou on ne l'envisage pas suffisamment, mais que maintenant, il y a beaucoup de choses pour faire revendiquer nos droits qui passent par le numérique. Donc, on a intérêt à valoriser cette compétence-là dans la société en général. Donc, c'est ce qui conclut les 8 compétences. Là. Je pense que ça fait beaucoup d'informations. J'espère que vous avez compris où est-ce qu'on veut en venir avec nous. Donc, un petit résumé. Donc, on avait la compétence culturelle qui est vraiment dans les codes, qu'est-ce que la culture propre à chaque environnement. La compétence cognitive qui est vraiment les appareils en soi, la technologie en soi, comment ça fonctionne, comment ça se branche, puis aussi la maîtrise dans son ensemble. La constructive, qui est vraiment plus de l'ordre des droits d'auteur, qu'est-ce qui se partage, qu'est-ce qui ne se partage pas, est-ce qu'on a le droit de réutiliser cette image, est-ce que c'est légal? La communicative, qui implique toutes les nouvelles plateformes de communication, puis aussi les nouveaux moyens de communication, puis comment ça évolue. La compétence créative, qui est les nouveaux médiums qui sont maintenant accessibles grâce aux nouvelles technologies, mais qui sont aussi qu'est-ce que ça peut nous apporter en tant qu'individu. Donc, qu'est-ce qu'on peut mettre en place grâce aux nouvelles technologies qui peuvent nous servir. La confiance, c'est le fait d'être capable d'utiliser un appareil avec plaisir, pas avoir peur que ça l'explose. La compétence critique qui résume un peu les fausses nouvelles, mais aussi les enjeux de sécurité, la vie privée, publique. Et la compétence civique qui est le fait de pouvoir revendiquer des droits et accéder à de l'information grâce aux nouvelles technologies. Donc, j'espère que ça fait du sens pour vous. Est-ce que vous, avant qu'on se laisse, en fait, je voulais savoir qu'est-ce que vous aimeriez travailler? Est-ce que vous êtes déjà à l'aise dans ces compétences-là? Probablement que vous ne les aviez pas envisagées de cette façon-là, mais maintenant qu'on a fait le portrait, moi, je trouve ça toujours très intéressant de voir sur quelle sphère vous vous sentez plus à l'aise, lesquelles vous aimeriez plus travailler. Donc, on va vous envoyer le petit sondage. Donc, parmi les compétences avec lesquelles vous vous sentez plus à l'aise, puis la deuxième question, c'est lesquelles vous aimeriez le plus approfondir. Donc, on approche la fin. Il me reste un petit témoignage sur lequel je vais vous laisser avant, pour conclure la séance, en fait, que je trouve très positif, qui est en fait Mme Ghislaine Laramé, qu'on va entendre après, qui était dans le cadre d'un colloque qui s'appelait « Vieillir et agir dans un monde numérique », qui témoigne de sa propre expérience avec l'apprentissage des nouvelles technologies, puis de ce que ça lui a apporté, puis de pourquoi elle trouve ça positif. Fait que je trouve ça toujours intéressant de se laisser sur cette petite note, parce que des fois, j'ai l'impression qu'on critique beaucoup le numérique dans cette formation-là. Puis non, il y a plein d'éléments positifs qu'on peut en tirer. Puis après, on pourra laisser sur un petit mot de la fin, là, juste après. Donc, prenez le temps de répondre à ça. On va regarder le petit témoignage, on va revenir ensemble, puis ça va être... on va avoir terminé après, fait que n'hésitez pas si vous avez des questions là, à les écrire avant la fin. Donc, une majorité de gens qui se sentent très à l'aise en culturel cognitif, c'est super, puis sûrement que ça vous aide dans la communication, tant mieux. Je pense que vous avez une bonne répartition de ce que vous êtes à l'aise quand vous êtes en groupe. Et puis, ce qu'on aimerait approfondir, je suis contente quand je vois civique, en fait, c'est que je pense que c'est peut-être un aspect que vous aviez moins envisagé, puis que là, vous voyez qu'il y aurait quelque chose à développer là-dedans. Donc, tant mieux si ça vous a permis ça. Sinon, on a
la créative communicative. En effet, c'est toutes des choses et critiques en fait, c'est tellement en constante évolution que même si on est à l'aise aujourd'hui, ben, ça mérite qu'on reste à l'aise, alerte là-dessus, puis qu'on continue de se renseigner et de se former. Donc, ben, merci pour vos réponses. On va aller voir le témoignage, puis après, on reviendra pour la période questions, puis le petit mot de la fin. Donc, on se retrouve tout de suite après. OK, mon nom est Ghislaine Laramée. J'ai été avocate pendant 1985 à 2011. Avant d'être avocate, j'ai élevé des cochons. Et ça, je ne l'ai pas dit en entrevue. Et j'ai été secrétaire, j'ai été traductrice, une dizaine d'années chaque profession. C'est qu'il n'y a pas d'âge pour aimer l'informatique, c'est simplement de la curiosité. Si on a un esprit curieux, on peut apprendre l'informatique. Il n'y a vraiment pas d'âge. Moi, j'ai commencé l'informatique, comme j'ai dit dans ma présentation, quand j'ai ouvert mon bureau, on a eu besoin d'ordinateurs. On a rentré un ordinateur. Je donnais le travail à la secrétaire qui elle, ne voulait pas apprendre le traitement de texte. Alors, je faisais ça sur mon ordinateur, je lui passais la disquette. Et ce qui est important, c'est d'apprendre. Il n'y a pas d'âge pour apprendre. Et l'informatique, c'est pas plus compliqué que d'autres choses à apprendre. Il suffit d'enlever le mystère de l'informatique. Ce que j'ai fait, j'ai ouvert, on appelle ça une cathède d'acier, il y a quelques années. T'ouvres la machine et il n'y a rien là-dedans. C'est comme un véhicule automobile. Aujourd'hui, c'est des changeurs de morceaux, là. C'est plus des mécaniciens. La même chose, les informaticiens. Ceux qui réparent les ordinateurs, ils changent des morceaux, tout simplement. Ils mettent des morceaux, c'est pas plus compliqué que ça. La conception de l'ordinateur, oui, ça c'est extrêmement compliqué, mais il faut démystifier ça. Ce que j'ai trouvé très intéressant aujourd'hui, c'est tout l'aspect comment les aînés peuvent s'occuper d'eux-mêmes pour rester autonomes longtemps. L'exercice physique et mental, c'est ça qui est important. Donc, il faut sortir de chez soi, il ne faut pas rester chez soi, il faut sortir et apprendre et apprendre et apprendre encore. Peu importe ce que tu apprends. Tu peux apprendre, j'ai pris des cours de reliure, j'ai pris des cours de peinture. Dès que tu fais quelque chose qui va stimuler ton esprit, c'est ça qui va te garder jeune, puis va t'ouvrir les portes de partout. L'informatique, ce qu'il y a d'extraordinaire, tu te poses une question, tu vas la poser sur Google et tu as tes réponses tout de suite. Ben, c'est incroyable ce que j'apprends tous les jours. Donc, j'espère que ça vous a fait sourire aussi. Moi, je trouve ça très positif de voir comment elle simplifie tout ça, puis qu'on se rend compte que dans le fond, c'est vrai, il faut juste s'y intéresser, puis être curieux, puis que ben, ça va finir par venir juste avec la curiosité. Donc, je vois qu'il n'y a toujours pas de questions. Donc, encore une fois, n'hésitez pas si vous souhaitez nous écrire à la fin, vous pouvez nous écrire soit à info-alphanumérique.ca, soit sur l'adresse la mienne que je vous ai envoyé le lien, parce que c'est ça, je suis coordonnatrice des formations aussi. Donc, c'est moi qui communique avec vous. Donc, vous avez déjà mon adresse courriel. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Je vais vous envoyer par courriel un résumé avec les concepts qu'on a vus aujourd'hui de manière très simplifiée, et puis la liste des références, bien sûr. Et puis, je vous invite, pendant que je vous sais, si ça vous intéresse, à aller vous inscrire à notre collation numérique du 22 octobre, où les collations numériques ou les tables rondes, c'est des événements en ligne qui ne sont pas des formations, qui sont vraiment des lieux de partage, où là, on va vous présenter, en fait, deux filles super dynamiques qui ont réussi à mettre en place
comme un lieu de rencontre virtuel pendant la pandémie pour leurs usagers qui vivent des problèmes de santé mentale. Donc, ils ont dû répondre à plein d'enjeux, là, que ce soit d'ordre matériel, logistique, comment on connecte les gens qui n'avaient jamais eu accès, qui n'avaient même pas d'appareil. Donc, ils ont mis ça en place en vitesse grand V, hein, qui vont venir partager ça. Peut-être que ça va pouvoir vous inspirer. Donc, vous pouvez vous inscrire en passant par notre site internet alphanumérique.ca ou directement sur la page Eventbrite là, en tapant Alpha Numérique. Et puis, sinon, je vous invite à, si ce n'est pas déjà fait, à vous inscrire aux 2 autres webinaires sur l'accompagnement et la facilitation ou encore sur celui qui vous présente tous les enjeux, tous les outils, pardon, sur notre site web. Puis j'en profite pour remercier Nathalie Gagné qui a fait les sous-titres ici aujourd'hui avec nous. Donc, un grand merci, c'est très apprécié. On était très contents de pouvoir avoir ce service aujourd'hui. Donc, j'espère que ça vous a plu. Je vous souhaite une bonne fin de journée. Puis, n'hésitez pas s'il y a quoi que ce soit. Là, on est toujours très heureux de pouvoir continuer la conversation avec vous. Donc, au revoir.